Bonsoir et bienvenue à tous, à 22 h spécial ce soir aux couleurs britanniques. Vous pourrez suivre dans quelques instants en léger différé un débat crucial dans l'histoire politique de la Grande-Bretagne. Les chefs des trois principaux partis vont s'affronter pour le poste de Premier ministre. C'est le troisième et dernier débat entre le travailliste et Premier ministre sortant Gordon Brown, le conservateur David Cameron et le libéral-démocrate Nick Clegg dans le cadre de la campagne législative avant les résultats du 6 mai prochain. Et Public Sénat est bien sûr au rendez-vous de ces événements politiques. Alors dans un instant, c'est le décryptage des enjeux de ce débat, centré ce soir sur l'économie avec Jean-Louis Goumbaud. Bonsoir Jean-Louis. Et puis juste après, la retransmission du débat, je vous retrouverai avec le journaliste et écrivain anglais Alex Taylor pour une analyse et bien sûr tous les commentaires après ce débat. Mais d'abord, et comme d'habitude dans le 22 h, un rapide tour de l'info en images de Pierre Bonde-Joseph. 4 ans de prison, dont de ferme, une amende de 200 000 €. C'est la peine requise aujourd'hui par la Cour de justice de la République à l'encontre de l'ancien ministre de l'Intérieur Charles Pasqua dans les 3 affaires de malversation financière. Pour son avocat, la peine est inadaptée à la réalité humaine de son client. La Cour, elle, estime en revanche que la passion politique de l'ex-ministre lui a fait perdre de vue les limites de la probité. Verdict demain. 4 civils afghans sont morts sous les tirs de l'armée française. On ne l'apprend qu'aujourd'hui, mais la bavure s'est produite le 6 avril dernier. C'est la première du genre pour les soldats engagés en Afghanistan, des soldats français qui pensaient avoir affaire à un renforcement d'insurgés. En 2009, 2412 civils ont été tués en Afghanistan. C'est le plus lourd bilan depuis le déclenchement de la guerre. C'est peu dire que la droite n'aime pas les triangulaires. Elle leur doit sa défaite aux dernières élections régionales. Aujourd'hui, le Premier ministre a écrit aux partis politiques pour lancer la réforme du mode de scrutin des élections territoriales. François Fillon réfléchit à l'instauration d'un scrutin uninominal à 2 tours sans possibilité de triangulaire. Tous les partis seront consultés sauf le Front National. Le Sénat, dans son extrême sagesse, a voté aujourd'hui à l'unanimité la proposition de loi déposée par Hervé Maurey. Le sénateur centriste de l'Eure souhaitait mettre fin aux centaines de millions d'euros de contrats d'assurance vie jamais réclamés. En 12 ans, leur encours a presque triplé. Et désormais, les assureurs auront l'obligation de s'informer chaque année sur l'éventuel décès de l'assuré, et ce, quel que soit son âge. Le texte doit encore être voté à l'Assemblée nationale. Et si vous nous rejoignez, bienvenue à vous. Je vous rappelle que nous sommes en direct sur Public Sénat pour une édition spéciale autour du dernier débat des élections législatives britanniques. C'est dans un instant. Restez avec nous pour ce rendez-vous politique autour d'un thème primordial ce soir, l'économie. On regarde les enjeux avec Sylvia Garcia. Le Bigot Gate va-t-il faire sombrer les travaillistes? Oui, pour la presse britannique de ce matin, unanime. Je suis vraiment très content de vous voir. Hier, le Premier ministre oublie que son micro est toujours branché. Gordon Brown traite de sectaire une veuve de Rochdale, électrice de son propre parti. Elle a dit qu'avant, elle était militante travailliste. Franchement, c'est juste ridicule. Suivent de plates et humiliantes excuses au domicile de la vieille dame. Un gros dérapage dans une campagne électorale déjà difficile. Pourtant, le troisième débat de ce soir, crucial, devait être le sien. Il est consacré à l'économie, le point fort de Gordon Brown. Le Premier ministre britannique, loué pour sa gestion de la crise, c'est donc l'occasion de la dernière chance. Face à l'ancien ministre des Finances, tout d'abord, le conservateur David Cameron. Une formidable aisance en public, mais il est moins convaincant quand il s'agit de détailler sa politique. Il s'est déjà contredit à plusieurs reprises. Enfin, le chef de file des libéraux démocrates, Nick Clegg, véritable révélation du premier débat électoral de l'histoire du pays il y a 2 semaines. Il est à l'origine d'une formidable poussée de son camp dans les sondages. À peine connu avant la campagne, il incarne maintenant la nouveauté face aux partis traditionnels. Sa popularité pourrait empêcher le favori David Cameron d'obtenir la majorité absolue au Parlement. À tout juste 1 semaine du scrutin, le scénario le plus probable est celui d'un gouvernement de coalition entre les conservateurs et les libéraux démocrates. La plupart des sondages donnent le Labour de Gordon Brown bon dernier. Le décodage, c'est avec Jean-Louis Goumbaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sylvie. Alors c'est un débat télévisé auquel nous allons assister dans un instant, qui dit télévision dit image. Quels sont aujourd'hui les problèmes d'image de ces 3 candidats, de ces 3 protagonistes? Gordon Brown, ça vient d'être dit un peu à l'instant. La question économique, c'est pour lui son point fort.
Quand vous avez un point fort, généralement, vous roulez un petit peu des mécaniques, vous traitez un petit peu les autres comme un peu des amateurs. Je suis un professionnel de l'économie. Or, avec la gaffe qu'il a commise hier, son problème, c'est justement d'avoir non pas voilà, un peu plus modeste, n'est-ce pas? Et donc là, il va peut-être pas pouvoir aussi bien profiter et montrer sa supériorité par rapport aux autres sur les questions économiques, à un moment où je rappelle que la moitié des Britanniques ne sait pas encore pour qui il votera le 6 mai. La question de David Cameron est un peu différente. Pour lui, il faut absolument qu'il se montre ce qu'il est, conservateur, mais pas thatchérien. Donc il est toujours, et depuis le début de la campagne, c'est un peu ça. On veut oublier Thatcher et on veut ressusciter et mettre en avant le conservateur. Et à partir de là, ça rend son programme avec un certain nombre d'imprécisions. Il n'est pas très net. Quant à Nick Clegg, il a un petit peu ce même problème. Quand on discute des questions un petit peu générales, c'est pas très compliqué de montrer la différence, de se montrer, comme il le fait depuis le début de la campagne, comme le candidat anti-système, celui un peu qui est différent des autres. Mais quand on aborde la question économique, et surtout que quand on lit son programme sur les questions économiques, on voit qu'il est extrêmement vague. Et donc aujourd'hui, il va falloir certainement qu'il sorte de ce flou qu'il a mené depuis le début. Ses adversaires l'attendent probablement au tournant. On va donc parler beaucoup d'économie ce soir. Et d'ailleurs, dans quel contexte économique intervient ce débat? Alors, la situation économique britannique est l'une des plus mauvaises. En tout cas, c'est la plus mauvaise des principaux pays de l'Union européenne. C'est-à-dire quand on compare à la France, quand on compare à l'Allemagne, quand on compare à l'Italie, la Grande-Bretagne se porte très mal. La récession, c'est là où ça a été le plus fort, moins 5% de PIB. Et c'est eux qui ont été les derniers dans le léger mouvement de reprise, c'est-à-dire au premier trimestre 2010, ils ont une petite croissance, alors que les autres avaient déjà démarré au printemps dernier. Le problème, c'est que l'économie britannique, depuis plusieurs années, une dizaine d'années, fonctionne sur 3 piliers. D'abord, la question financière, ça c'est le moteur. Deuxièmement, l'immobilier. Or, la crise a frappé justement le cœur même de ce qui faisait la force de l'économie britannique depuis plusieurs années, c'est-à-dire l'immobilier et la finance. Et puis, il y avait un troisième pilier qu'ont rajouté les Britanniques, qui était la dépense publique. C'est au Royaume-Uni, parce que Mme Thatcher, ayant fait un ménage considérable dans l'économie britannique, avait ramené le déficit public à zéro, les travaillistes ont relancé la dépense publique dans 3 domaines particulièrement, la santé, le transport et l'éducation. Et les Britanniques en sont plutôt satisfaits. Seulement, quand la crise est arrivée, il a fallu dépenser encore plus pour sortir l'économie britannique de la récession, et ça s'est ajouté à toutes les dépenses précédentes, ce qui fait que le déficit de l'économie britannique est apparu comme l'un des plus élevés. On est proche des niveaux de la Grèce, rendez-vous compte. Donc ils sont dans une situation assez compliquée de ce point de vue-là. Et la dépense publique, on va beaucoup en parler ce soir. Merci beaucoup Jean-Louis pour cette analyse. Direction à présent Birmingham pour donc le 3e et dernier débat des élections législatives britanniques avant l'échéance du 6 mai. On retrouve tout de suite le Premier ministre sortant Gordon Brown, le conservateur David Cameron et le chef de file des libéraux-démocrates Nick Clegg pour un débat centré sur l'économie et la dépense publique. Et quant à nous, on se retrouve tout à l'heure, juste après le débat, pour une analyse. Bon débat et à tout à l'heure. Bienvenue au grand hall de l'Université de Birmingham pour le 3e et dernier débat des premiers ministres de cette élection. 3 hommes, chacun d'entre eux souhaitant être Premier ministre, le leader du Parti conservateur, David Cameron, le leader des libéraux-démocrates, Nick Clegg, et le leader du Parti travailliste, Gordon Brown. Ce soir, une bonne partie du débat se concentrera sur l'état de l'économie du pays, la récession, la dette nationale, le chômage. Voilà des sujets qui, pour la plupart des électeurs, seront les éléments décisifs de cette élection. Les personnes présentes dans le public représentent la région et nous avons également repris des questions parmi les milliers de mails que nous avons reçus sur notre site Internet. Aucun des 3 leaders n'a reçu les questions à l'avance et nous allons d'abord entendre une présentation
D'abord, David Cameron. Notre économie est aujourd'hui dans l'impasse et nous devons changer les choses et la faire bouger. Permettez-moi de vous dire ce que je ferai. Tout d'abord, nous devons récompenser le travail et nous attaquer à la dépendance aux allocations. Deuxièmement, nous devons réparer nos banques. Nous devons les imposer pour récupérer notre argent. Nous devons les réguler et les obliger à prêter de nouveau. Troisièmement, nous devons recommencer à fabriquer des choses dans ce pays. On ne peut pas se satisfaire simplement d'emprunter aux Chinois et d'acheter des produits fabriqués en Chine. Quatrièmement, nos services publics doivent nous en donner pour notre argent. Je veux que les services publics soient disponibles pour tous et nous ne pouvons faire cela que si nous commençons à chasser le gaspillage. Permettez-moi de vous dire ce que je vais faire. Nous avons tous entendu parler de la Grèce ces jours-ci. Je peux vous garantir que je ne permettrai jamais que la Grande-Bretagne rejoigne l'euro. Je conserverai la livre sterling. Voilà le changement que je vous propose. Et si vous votez pour nous jeudi prochain, nous pouvons commencer à travailler vendredi. Le débat de ce soir vous concerne, il concerne vos emplois, les impôts que vous payez, vos proches et la prospérité de notre économie. Il faut changer pour avoir une économie plus juste, plus vigoureuse. Ce n'est pas quand nous en sommes arrivés là que nous en sortirons. Il faudra être franc, il faudra sanctuariser l'éducation, les hôpitaux, il faut segmenter notre système bancaire afin que les banquiers irresponsables ne puissent plus jamais mettre en péril vos économies et vos entreprises. Il faut retrouver notre capacité d'innovation, notre capacité de création, aller au-delà des paris sur les marchés financiers et avoir une fiscalité équitable afin qu'il n'y ait pas d'impôt sur les 10 000 premières livres que vous gagnez. Bien sûr, ce soir, on va vous dire que c'est impossible. Moi, je pense qu'il faut changer. Il faut assurer l'équité, la prospérité et les emplois que vous méritez, vous et vos proches. Merci, M. Clegg. Gordon Brown. Il y a beaucoup à faire dans ce métier et comme vous l'avez vu hier, je n'ai pas toujours raison. Néanmoins, si je peux avoir tort à certains moments, je sais néanmoins gérer l'économie dans les bons moments, mais aussi dans les mauvais. J'ai pris les bonnes actions pour limiter les effets de la récession économique, pour que cette récession ne devienne pas une dépression économique. Nous arrivons au retour à la normale économique, mais nous risquons de retourner à la récession. Cette détermination de ne rien faire qui amènerait cette récession. Cette année revêt une importance toute particulière pour nous. Il faut soutenir l'économie maintenant pour assurer l'emploi et le retour à la normale, la reprise économique. Ensuite, nous pourrons réduire le budget. Mais si nous réduisons les dépenses publiques maintenant, alors nous assurons la reprise de la récession et non pas de l'économie. Je suis là pour me battre pour votre avenir. Merci, M. Brown. Nous allons maintenant tourner vers notre première question, qui sera posée par Nadine Afsao. Nous savons tous qu'il y aura des réductions de dépenses après l'élection, quel que soit le vainqueur. Pourquoi ne pas être honnête et nous le dire? Nick Clegg. Notre manifeste que je vous engage à consulter en dernière page, vous avez des chiffres noir sur blanc qui précisent les coupes qui nous paraissent nécessaires, beaucoup plus précisément que les autres partis. 15 milliards de livres d'économie qui permettront de combler le trou de nos finances, ce trou phénoménal. Par exemple, la nouvelle génération de passeports biométriques, les 20% du haut de la pyramide des bénéficiaires de crédit d'impôt qui ne devraient pas en bénéficier. Je suis contre également le projet de l'Eurofighter Typhoon. C'est un projet de défense extrêmement coûteux. Voilà le type de décision difficile qu'il faudra prendre. Mais ce qui est impossible, et là je ne suis pas en accord avec Gordon Brown ou David Cameron, c'est vous faire croire que les économies d'efficience suffiront. Il ne suffit pas de faire des économies sur les trombones ou sur les plans d'impôt des ministères. Nous avons mis en place un programme de 4 ans qui commencera en 2011 pour réduire les dépenses publiques. Ceci se passera par des réductions des dépenses, par une augmentation de l'imposition, mais aussi par une promotion de la croissance économique. Je m'attaquerai notamment au crédit d'impôt au-delà de 100 000 livres
Ceci inclut notamment des réductions de dépenses dans des départements clés. Nous avons un principe qui nous guide, très clair. Nous n'allons pas mettre en péril les services essentiels comme l'éducation ou la police. Nous réduirons les dépenses dans d'autres domaines, pour les salaires et les pensions dans le secteur public notamment. Une chose qui doit être dite, ne croyez pas que nous avons le choix de soutenir ou non l'économie aujourd'hui. Nous devons le faire. Si nous ne le faisons pas, nous risquons d'entrer à nouveau dans la récession. Nadine, je crois que vous avez parfaitement raison. Nous devrons procéder à des coupes budgétaires. Il faut que nous soyons francs et ouverts là-dessus. Nous avons été les premiers à évoquer de telles coupes budgétaires. Mais je veux vraiment expliquer à nos auditeurs que si je deviens votre Premier ministre, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger les services publics fondamentaux. Je veux voir les îlotiers faire leur ronde. Je veux voir l'argent qui arrive jusqu'aux écoles de nos enfants, jusqu'aux services hospitaliers. C'est absolument essentiel. Cependant, nous aurons des choix difficiles à faire. Et certainement, nous ne nous reposons pas uniquement sur les économies que nous pourrons réaliser. Par exemple, nous proposons à partir de 2011 un gel des salaires des fonctionnaires. Ce n'est pas une mesure très populaire à prendre, mais c'est la chose à faire. Nous avons proposé qu'à partir de 2016, l'âge de la retraite soit repoussé d'1 an. Ce sont là des décisions difficiles à prendre. Mais je crois également que nous devons faire croître notre économie, nous devons la mettre sur la bonne voie. Et voilà pourquoi je dis que nous devons commencer dès maintenant avec une rationalisation de notre dépense. Recommençons à employer des gens en Grande-Bretagne, faisons bouger notre économie pour réduire nos déficits. Permettez-moi maintenant de répéter la question. Nous savons tous qu'il y aura des réductions de dépenses après les élections, quel que soit le vainqueur. Pourquoi ne pas être honnête et nous le dire? Et il me semble que cela signifie qu'il faut que vous vous prononciez sur l'ensemble des coupes budgétaires. Nick Clegg. Ce que je tiens à ajouter, c'est que, Nadine, vous avez absolument raison de dire qu'aucun des partis politiques n'a précisé en détail ce qu'ils entendaient faire. Tout simplement parce qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas toujours possible, mais bien sûr, il va falloir aller plus loin. Nous sommes allés plus loin que les autres, mais il faut aller plus loin encore. Cela dit, ce qui, je pense, changerait notre vie à tous, alors que nous avons des décisions très difficiles à prendre pour équilibrer notre budget, c'est d'assurer que tous les politiques se rejoignent. Alors je ne sais pas si David Cameron et Gordon Brown vont accepter l'invitation que je leur lance, mais après les élections législatives, ce serait idéal si le chancelier et le vice-chancelier de chaque parti, ainsi que le gouverneur de la Banque d'Angleterre et le chef des services de l'autorité des services financiers pouvaient se réunir pour mesurer exactement l'étendue du trou budgétaire et savoir quel sera le temps qu'il faudra pour le combler. Enfin, cela nous permettrait d'accorder nos violons. Pour une fois, tous les politiques feraient passer le pays avant leurs propres intérêts. Je crois que ce serait excellent. Soyons clairs. À partir de 2011, nous réduirons les dépenses dans les départements autres que la NHS, que la police ou l'éducation. Nous nous engagerons néanmoins à maintenir ces services essentiels et à améliorer la situation, à construire. Et si vous avez construit une école, vous ne devez pas le reconstruire 2 ans plus tard. Donc nous pourrons épargner de l'argent à ce niveau. Nous allons réformer également le système de pension. Un élément d'importance pour notre époque. Nous vivons dans un monde dangereux, instable. David Cameron propose de réduire les dépenses de 6 millions de livres aujourd'hui, ce qui réduira notre économie à un moment où nous devons soutenir cette économie. Nous ne pouvons pas perdre la croissance aujourd'hui. Nous devons maintenir cette reprise économique, la soutenir. Ne réitérons pas la même erreur que nous avons faite dans les années 30, les années 80. Soutenons l'économie jusqu'à la reprise économique. Votre réponse, David Cameron? Je voudrais répondre sur ces 6 milliards de livres de la manière la plus directe possible. 6 milliards de livres d'économie cette année. Cela signifie mettre fin à l'impôt sur l'emploi l'année prochaine. Nous pouvons générer des économies, par exemple, en évitant les petits prospectus que vous envoie la municipalité, en travaillant sur, par exemple, les augmentations de salaire que sont accordées les gestionnaires du NHS cette année. Voilà les raisons pour lesquelles les responsables des plus grandes entreprises de notre pays, Marks & Spencer, Chorus et d'autres, nous disent que le plus grand risque pour notre économie réside dans l'augmentation des impôts sur l'emploi que le Parti travailliste nous propose. Voilà pourquoi nous devons aujourd'hui commencer à chasser le gaspillage partout où nous le pouvons
c'est cela que nous devons faire pour relancer notre économie. Certaines de ces idées. Gordon Brown. David se trompe. Nous avons réduit de 15 milliards nos dépenses publiques. Il veut rajouter 6 milliards d'économies sans donner cet argent à l'économie. Regardez les États-Unis, la France, l'Allemagne, les autres pays du monde qui disent, comme s'accordent d'ailleurs toutes les institutions internationales des finances, qui disent ne retirez pas cet argent de l'économie avant l'heure. Assurons la reprise avant tout. Ce que David propose, c'est d'enlever cet argent pour des raisons purement idéologiques, au risque même de la reprise économique. David, vous vous trompez en termes économiques. C'est la même erreur qu'ont fait les conservateurs, ce même parti dans les années 30, dans les années 80 et dans les années 90. Tous les capitaines d'industrie nous disent aujourd'hui que nous avons raison et que le gouvernement a tort de continuer à gaspiller de l'argent. Et permettez-moi de vous dire où nous devrions commencer. Nous devrions commencer tout d'abord avec les allocations. Sous ce gouvernement, 5 millions de personnes jouissent aujourd'hui d'allocations liées à un manque d'activité. Il y a là des gens qui pourraient travailler s'ils étaient reformés. Mais nous devons leur dire que s'ils n'acceptent pas des propositions de travail, ils ne peuvent pas continuer à toucher leurs allocations. Voilà l'état dans lequel le Parti travailliste nous a laissé le pays. Nous devons contrôler, bien sûr, la dépense publique, mais nous devons commencer par travailler sur ces gens qui pourraient travailler et qui ne le font pas. Je voudrais essayer d'aller au-delà de cette tentative de marquer des points. Je crois que nous n'allons pas combler le trou de nos finances publiques, à moins de procéder avec équité d'emblée. Personne n'acceptera cette décision difficile, à moins qu'elle ne soit prise dans l'équité. C'est pourquoi une entreprise, pour combler ce déficit structurel, il faut aussi introduire une grande mutation fiscale. C'est bien que les personnes qui ont de faibles revenus aient une réduction fiscale de 700 livres afin de ne pas payer d'impôts sur les 10 000 premières livres qu'ils gagnent. Et également, il faudra lutter contre les failles du système en haut de la pyramide afin de s'assurer que notre système fiscal soit dans le camp des contribuables. Je crois que s'ils n'ont pas confiance dans ce qu'on fait, ils auront beaucoup de mal à accepter ces décisions difficiles dans les années à venir. David Hennick ne traite pas de la question à laquelle nous faisons face aujourd'hui. Si nous réduisons, si nous contractons l'économie aujourd'hui, si nous réitérons cette erreur des années 30, nous allons perdre de l'emploi, des entreprises. Nous devons soutenir la reprise économique jusqu'à ce que cette reprise arrive à terme. Ensuite, nous lancerons ce programme de 4 ans que j'ai déjà mentionné. Mais nous ne pouvons pas mettre en péril la reprise économique pour des raisons idéologiques. Nous ne pouvons pas mettre en péril tous les efforts que nous avons effectués jusqu'à présent. Aucun autre pays du monde ne le fera. Ce que les travaillistes semblent faire, c'est qu'ils confondent l'économie et le gouvernement. Nous disons qu'il faut cesser, mettre un terme au gaspillage du gouvernement pour remettre de l'argent dans la poche des gens. C'est là quelque chose que toutes les petites entreprises ou que les grandes entreprises, que beaucoup de gens ont dû faire dans notre pays. Et d'une certaine manière, Gordon nous dit, permettez-moi de continuer à jeter votre argent par les fenêtres pour pouvoir augmenter vos impôts l'année prochaine. Et là, on parle de gens qui gagnent 20 ou 21 000 livres par an. Ce ne sont pas là des gens fortunés. Ils ne devraient pas avoir à payer les erreurs des banquiers et les erreurs du gouvernement de Gordon. Je crois qu'un des problèmes ici, c'est que d'un côté, vous avez Gordon Brown qui vous parle de projets d'avenir sans donner de détails. De l'autre côté, David Cameron nous propose de faire quelque chose tout de suite sans proposer de détails non plus. Je pense que pour une fois, ce que nous pourrions faire, ce serait associer le chancelier et le vice-chancelier de tous les partis. On pourrait appeler ça le Conseil de la stabilité financière. Et pour reprendre la question de Nadim, effectivement, pour une fois, les politiques seraient francs. Ils reconnaîtraient avec vous quelle est la gravité du problème et ils vous diraient combien de temps il faudra pour sortir le pays de l'ornière. Il y a un certain nombre de questions auxquelles il nous faut répondre. Je vous propose donc de passer à la seconde, qui est posée par Edina Wright. Depuis quelques années, le percepteur prend une part de plus en plus importante du salaire du travailleur moyen. Si vous êtes élu, que ferez-vous en matière d'impôts? Ces dernières années, le percepteur prend une part de plus en plus importante du salaire du travailleur moyen. Si vous êtes élu, que ferez-vous quant aux impôts? Gordon Brown. Bien soit, ces 2 dernières années ont été très dures avec la récession économique. Ce que nous essayons de faire en période difficile, c'est d'octroyer des crédits d'impôt. Plus d'un demi-million de personnes ont obtenu ces crédits d'impôt. Nous avons fait baisser le taux de base d'imposition. Nous avons augmenté le taux maximal d'imposition pour ceux qui gagnent plus de 100 000
livres. Pour rendre tout cela, pour rendre le système plus juste pour les ménages à revenus moyens. Je ne comprends pas comment êtes-vous contre les crédits d'impôt pour les ménages à revenus moyens tout en étant pour les droits de succession et les crédits d'impôt sur les droits de succession. Vous voulez des crédits d'impôt pour les riches, mais aucun crédit d'impôt pour les enfants, pour les ménages à revenus moyens. Je crois que vous avez parfaitement raison. Le contribuable s'est vu imposer toujours davantage au fur et à mesure que le gouvernement a dépensé davantage. Et le gouvernement n'a simplement pas cherché à limiter sa dépense. Nous voyons du gaspillage partout autour de nous et le gouvernement qui n'en a cure. Alors, il va de soi que, étant donné la situation catastrophique de nos finances publiques et la situation qui nous est léguée par les travaillistes, où 25% de ce que nous dépensons est emprunté, on ne peut pas se permettre de promettre des cadeaux fiscaux. Cela n'est tout simplement pas possible. Cependant, nous voulons mettre un terme à l'impôt qui va frapper le plus durement les plus démunis, à savoir l'impôt sur l'assurance maladie auquel je faisais référence précédemment. Nous ne pouvons pas mettre un terme à tous les impôts qu'ont mis en place les travaillistes ou qu'ils ont augmenté, mais nous voulons empêcher cet impôt-ci qui va toucher le plus durement les plus démunis. Sous un gouvernement conservateur, nous cesserons de tromper les familles de ce pays comme l'a fait le gouvernement travailliste. Vous aurez la possibilité d'y répondre dans une minute. Nick Clegg. Excusez-moi, oui, Adina, vous avez entièrement raison. Notre système fiscal est d'une injustice phénoménale. Après 13 ans de pouvoir travailliste, qui l'eût cru? À l'heure actuelle, vous avez des multimillionnaires de la City qui ont un taux de fiscalité sur leur plus-value, autrement dit des revenus, plus faible que leurs femmes de ménage. Et inversement, les 20% en bas de la pyramide payent une partie plus importante de leurs revenus en impôts que les 20% en haut de la pyramide. David Gibran nous dit qu'on n'a pas les moyens de réduire les impôts. Non, mais en revanche, ce qu'on peut faire, c'est modifier le système fiscal, assurer son équité, refermer les failles du système fiscal qui bénéficient aux gens qui sont tout en haut de la pyramide et qui ont les moyens de se payer une foultitude de juristes, et au contraire, en faire profiter ceux qui sont les plus vulnérables pour qu'ils n'aient pas à payer d'impôts sur les 10 000 premiers livres qu'ils gagnent. Juste avant que nous poursuivions, je me permets de répéter la question. Ces dernières années, le percepteur a pris une part de plus importante du salaire du travailleur moyen. Si vous êtes élu, que ferez-vous en matière d'impôts? Gordon Brown, que répondriez-vous à David Cameron? Je dirais que personne gagnant moins de 20 000 livres paiera cette augmentation des cotisations sociales. Si nous avons augmenté les cotisations sociales, c'est pour assurer nos services de santé, l'éducation et la police. David ne peut pas garantir le financement de ces services essentiels, alors que nous le pouvons. Personne gagnant moins de 20 000 livres financera cette augmentation de cotisations sociales. 6 millions de personnes dans ce pays bénéficient de crédits d'impôt. Je reviens à cette question cruciale de l'équité dans le service d'imposition. Si c'est effectivement ce que vous voulez, David, pourquoi soutenez-vous la réduction des droits de succession pour seulement 3 000 familles qui gagnent plus de 200 000 livres chacune? Pourquoi inclure ceci dans votre manifeste? Vous protégez les plus riches de ce pays et non pas les plus pauvres, ceux qui travaillent. Je peux vous dire une chose, je ne formerai jamais une alliance avec un gouvernement conservateur qui réduit les crédits d'impôt pour les enfants. Ce que vous entendez là, c'est simplement une tirade désespérée de quelqu'un qui est dans une situation désespérée. Nous avons entendu beaucoup d'autres choses du Parti travailliste. Nous avons entendu que l'on est riche dès que l'on gagne plus de 20 000 livres. On est considéré comme une cible à imposer pour le gouvernement travailliste. Mais je veux répondre directement sur les droits de succession. Moi, je crois que lorsque l'on a travaillé toute sa vie durement, lorsque l'on a économisé pour payer une hypothèque sur le foyer familial, eh bien, on ne devrait pas avoir à vendre cette maison ou à la céder au percepteur lorsque l'on décède. On devrait pouvoir la céder à ses enfants. C'est là un instinct fondamental et naturel, et les deux autres parties ne comprennent pas cela, tout simplement. Les droits de succession ne devraient être payés que par les plus riches, par des millionnaires. Ceux qui ont simplement fait ce qu'il y avait à faire dans leur vie ne devraient pas avoir à payer ces droits de succession. Nous devrions certainement encourager les gens à travailler davantage et à économiser.
C'est la justification la plus imaginative que j'ai jamais entendue pour les réductions d'impôts pour les multimillionnaires. Non, ce que nous disait Adina, c'est que les impôts sont injustes pour beaucoup de gens qui ont des revenus ordinaires. Pas les multimillionnaires dont on parlait, mais pour les gens ordinaires, pour payer l'essence, pour payer le chauffage, pour payer leurs courses. Et là, Adina, je suis entièrement d'accord. Entièrement d'accord avec vous. Par exemple, quelqu'un qui gagne 10 000 livres par an, qui est simple assistant d'éducation, bon, qui va, mettons, travailler 3 jours par semaine et qui va payer 1 000 livres de contributions additionnelles. Mais avec nous, avec ce seuil à 10 000 livres, cette personne ne paiera pas d'impôt sur les 10 000 livres qu'elle gagne. Et si vous avez des gens qui veulent arrêter de dépendre des allocations et reprendre un emploi même à part temps, eh bien, je crois qu'il faut les autoriser à conserver une partie plus importante de leurs revenus. Je pense que c'est la moindre des choses. Cela signifie que nous avons des crédits d'impôt pour plus de 6 millions de personnes. Ce qui concerne l'assistante pédagogique qui gagne un revenu très faible, il y a un crédit d'impôt qui existe déjà, qui a déjà été mis en place. Et je peux revenir à cette question de l'équité maintenant. David, comment justifiez-vous la réduction des droits de succession pour les millionnaires à une époque même où vous voulez réduire les crédits d'impôt pour les enfants? Si votre maison vaut moins de 650 000 livres, vous ne payez pas de droits de succession. Ce que vous faites, c'est accorder à 3 000 ménages dans ce pays, vous leur accordez 20 000 livres par an de crédit d'impôt. C'est exactement ce que vous faites, tout en enlevant de l'argent, en retirant de l'argent aux ménages avec des enfants. C'est immoral, c'est injuste dans votre manifeste. David Cameron. Vous avez le droit à votre opinion, mais le Premier ministre devrait au moins avoir les bons chiffres. Et comme bien souvent, vous vous trompez sur les faits. Je me souviens quand vous nous disiez que le budget de la défense avait augmenté alors que vous ne l'aviez pas augmenté en envoyant nos troupes sur le terrain. Nous allons conserver les allègements d'impôts, mais pour les familles qui gagnent plus de 50 000 livres par an, il nous semble que nous ne pouvons pas nous permettre les allègements d'impôts pour les enfants. Et nous sommes parfaitement francs et ouverts là-dessus. Cependant, que Gordon Brown dise que les changements que nous proposons vont frapper durement les familles les plus démunies, eh bien c'est simplement un mensonge. La semaine dernière, il a déjà essayé d'effrayer le public en prétendant que nous mettrions fin aux allocations hivernales de combustible alors que nous allons les conserver. Une fois de plus, il essaye d'effrayer les gens, il devrait en avoir honte. Bon, c'est reparti. Les crédits d'impôt, bon, Gordon Brown a raison, c'est les crédits d'impôt, c'est essentiel. À l'heure actuelle, alors que les ressources financières sont rares, quelqu'un qui a mon salaire, ou un salaire tout à fait honnête de député, qui a droit à la composante famille du crédit d'impôt, non, ça ne paraît pas juste. Ce n'est pas juste que ce crédit d'impôt monte jusqu'en haut. Il ne faudrait pas que les 20% de la permis n'en disposent pour, au contraire, pouvoir cibler les plus démunis. D'autre part, moi j'ai vu des centaines de gens en larmes dans ma permanence de député à Sheffield parce qu'ils ont reçu une allocation qu'ils ont dépensée pour leurs enfants, pour leur chauffage, et ensuite les pouvoirs publics leur envoient un courrier pour leur demander de rembourser l'allocation. Et ça, c'est une injustice, notamment pour des parents célibataires, des mères célibataires, pour qui ces crédits d'impôt sont une question de survie. Monsieur Brown, est-ce que je peux vous demander d'éclaircir un point? Vous avez été un petit peu surpris, me semble-t-il, que les libéraux-démocrates et les conservateurs souhaitent abolir certains crédits d'impôt. Et vous avez dit que vous ne pouviez pas soutenir un parti conservateur qui voudrait faire cela. Qu'en est-il du Parti libéral-démocrate? Ils font la même chose. Nous parlons de crédit d'impôt pour les enfants. Nous avons travaillé d'arrache-pied pendant longtemps pour assurer à ces enfants, à ces familles, des revenus décents. Les conservateurs, mais les libéraux-démocrates aussi, vont réduire ces crédits d'impôt pour épargner de l'argent. L'Institut d'études budgétaires a déclaré que les déclarations de David Cameron étaient malvenues et fausses.
Nous parlons de ménages à revenus moyens. Pourquoi nous concentrer sur eux? Pourquoi être dur avec eux alors que vous voulez faciliter la vie des plus riches? Je crois que chacun gardera à l'esprit le bilan des 13 dernières années. Chacun se souviendra de l'impôt des 10% qui a frappé le plus durement les plus démunis dans notre pays. Chacun se souvient de l'augmentation des pensions de retraite de 75 pence que nous a proposé Gordon Brown. Mais nous savons tous que les choses seront difficiles, que nous allons avoir du mal à réduire la dépense, à réduire le déficit, et cela est dû au legs de Gordon Brown, qui nous a légué un déficit budgétaire plus important encore que celui de la Grèce. Voilà la situation actuelle. Nick Clegg, très brièvement, s'il vous plaît. Bon, je voulais répondre à Adina qui va commencer à être un petit peu perdue dans ce débat un peu oiseux. Oui, vous avez raison, Adina, les impôts, la fiscalité est injuste, et nous avons un projet pour modifier le régime fiscal pour que vous ayez davantage d'argent dans la poche. Je vous propose de passer à la question suivante. Merci, Monsieur Clegg. Elle sera posée par Ian Gray. Il est tout à fait injuste que les contribuables aient financé les banques et que, dans le même temps, les banquiers s'accordent des primes immenses alors que beaucoup de personnes sont en situation difficile, ont perdu leur emploi. Comment chaque parti entend apporter son écho à l'équité dans cette situation particulièrement inéquitable? Ian, je crois que vous avez parfaitement raison. Il est parfaitement inacceptable. La situation actuelle est parfaitement inacceptable et nous devons clairement nous y attaquer. Tout d'abord, nous devons réguler correctement les banques. Nous rendrions à la Banque d'Angleterre le pouvoir de régulation des banques, et y compris de régulation des bonus. Nous devons également taxer les banques et nous ne devons pas attendre que le reste du monde se mette en ligne. Nous devons nous assurer dès aujourd'hui que les gens récupèrent l'argent qui a été mis pour sauver les banques. Nous devons également nous assurer que les banques se remettent à prêter, tout particulièrement aux petites entreprises. Par ailleurs, les banques de détail, les banques qui reçoivent nos dépôts, à vous et à moi, eh bien, ces banques-là ne devraient pas se comporter comme des casinos et prendre des paris. Nous sommes donc d'accord avec le plan du président Obama qui vise justement à faire en sorte que ces banques de détail ne puissent pas prendre part aux activités les plus risquées. Nous devons nous assurer que les banques servent la population et l'économie plutôt que l'inverse. Monsieur Clegg. Sur la question des primes, voici ce qu'il convient de faire. Tout d'abord, c'est un peu draconien, mais je crois que c'est devenu nécessaire. Il faut dire zéro prime pour que les administrateurs des banques, pour les administrateurs des banques, pour que les chefs de ces entreprises, qui doivent gérer pour le long terme, dans l'intérêt de l'entreprise et des clients, ne soient pas susceptibles à la tentation des primes. Bon, si on veut leur donner une prime, on peut, je ne sais pas, leur offrir l'adhésion à un club de golf, mais pas de prime. Pas de prime en liquide de plus de 2000 livres. Et enfin, je crois que les banques qui essuient des pertes ne devraient pas offrir des primes de plusieurs millions de livres. Point. Donc, pas de prime pour les banques qui essuient des pertes et pas de banque non plus pour les administrateurs et pas de prime en cash au-delà de 2000 livres. C'est rude, mais je pense que cela permettra de sortir de cette situation scandaleuse. David, j'étais là quand nous avons nationalisé Northern Rock, lorsque nous avons repris la Banque nationale d'Écosse et Lloyds Halifax et SP. Si nous avons fait cela, c'était pour sauver les épargnes et les dépôts de la population. Si nous ne l'avions pas fait, les banques se seraient effondrées. Mais je n'ai jamais été autant en colère que lorsque je me suis adressé au président d'une banque qui m'a dit, le soir avant l'effondrement de sa banque, qu'il n'avait qu'un petit souci de liquidité, alors que c'était un problème structurel fondamental. Nous devons recapitaliser les banques pour qu'ils soient sûrs pour les clients. Nous devons nous assurer que les rémunérations soient justes. Nous avons besoin d'un accord mondial pour une taxe mondiale sur les banques d'un pays à l'autre, pour que ces banques n'aillent pas dans d'autres pays et qu'il y ait une course vers le fond. Nous ne pouvons pas être irresponsables et inéquitables aujourd'hui. Bien, je répondrai au Premier ministre de la manière suivante. Si l'on regarde le bilan des travaillistes sur les 13 dernières années, eh bien, les travaillistes
on fait dépendre toute notre économie de la City, à Londres. Et nous sommes aujourd'hui dans une situation où c'est l'ensemble de l'économie qui est au service des banques plutôt que l'inverse. J'imagine que le banquier auquel il était fait référence à l'instant était M. Goodwin. Eh bien, c'est précisément ce gouvernement qui a anobli cet homme-là pour service rendu. Et cet homme-là a pratiquement mis à genoux l'ensemble de notre économie. Donc nous devons tirer des leçons importantes du passé. Je crois que la première chose que nous devons faire, c'est rendre à la Banque d'Angleterre le pouvoir de régulation sur les banques. Aujourd'hui, les choses ne sont plus sous contrôle. Les banques ont été dérégulées mal et par les mauvaises personnes. Et le parti qui veut remettre la Banque d'Angleterre à la barre, c'est les conservateurs. Quand même très proche de la Cité. La vérité, c'est que les conservateurs et les travaillistes, depuis une éternité, sont des liens très étroits avec la City. Ils préfèrent les intérêts de ce petit mile carré plutôt que les centaines de milliers de miles carrés de l'ensemble du Royaume-Uni. Je crois qu'aujourd'hui, il faut plutôt s'interroger sur les raisons pour lesquelles les banques ont défailli. Je crois que tant que nous aurons des banques qui mélangent les investissements à haut risque et d'autre part la banque de détail dont nous dépendons tous, qui est beaucoup moins risquée, et là on risque gros et je crois que c'est pour cette raison que l'on dit de plus en plus qu'il faut séparer les banques avec d'une part les banques d'investissement et d'autre part les banques de détail afin de s'assurer que nous ne replongions plus jamais dans la situation où les banques tiennent l'économie britannique en otage. Et il faut nous prémunir contre ce risque dans l'avenir. Monsieur Brown, voulez-vous répondre? Nous avons taxé les primes des banques avec une taxe de 2 milliards de livres. Nous assurons que tout cet argent nous revienne. Et c'est pour cela que nous prenons les mesures nécessaires pour récupérer cet argent des banques. Je veux une taxe mondiale. J'en discute avec le président Obama, avec la France et l'Allemagne également. Je ne veux pas que les banques quittent le pays. Northern Rock a failli, mais c'était une banque de petite taille. HSBC connaît un certain succès, mais qui est plus grande. Mais il ne s'agit pas de la taille des banques, il s'agit de leur gestion. C'est là la question clé. Vous voulez réduire les taxes sur les banques, c'est ce qui était inscrit dans votre manifeste. Vous allez augmenter les taxes sur d'autres, mais réduire les taxes sur les banques. Je propose d'explorer un petit peu ces arguments. David Cameron. Je vais être clair sur une chose. Nous avons tiré toutes les leçons du sauvetage bancaire. Et aujourd'hui, la nouvelle leçon que nous devons tirer, c'est de ne pas nous mettre dans une position où nous devrions venir au sauvetage des autres économies européennes. L'année dernière encore, Nick Clegg nous disait que l'euro serait une planche de sauvetage pour notre économie. Nous devons conserver notre propre monnaie et reconnaître le fait que les libéraux-démocrates auraient fait une erreur majeure là-dessus. Moi, je ne suis pas en faveur de rejoindre l'euro, simplement si les conditions économiques s'y prêtent. Si c'était bien pour les retraites, pour l'emploi, et ce serait uniquement dans le cadre d'un référendum où chacun pourrait s'exprimer. Mais pour revenir à la question qui nous occupe, à savoir les banques. Quand Brown nous dit qu'il faut attendre que le reste de la planète s'y mette pour imposer un impôt. Moi, je crois qu'il faut que nous-mêmes, nous imposions un impôt de 10% sur les bénéfices des banques dès aujourd'hui. Tout simplement parce que dans le système fiscal actuel britannique, les banques peuvent déduire leurs taxes des pertes qu'elles ont essuyées. Ce qui veut dire que pour certaines banques, finalement, elles ne paient pas d'impôts, alors même que c'est nous qui les avons renflouées. Et les seuls impôts qu'elles paieraient, ce serait cet impôt de 10% sur leurs bénéfices. Donc je crois que si on attend que le reste de la planète s'y mette, nous n'allons jamais agir. Nous récupérons cet argent des banques, j'insiste sur ce fait. Les actions nous appartiennent des deux principales banques. Et le coût de ces actions augmente, donc nous récupérons cet argent. Nous voulons récupérer ce profit, ces bénéfices plus tard lorsque nous revendrons ces actions. Cette taxe internationale sera imposée cette année, je l'espère. C'est une taxe qui permettra à nos banques de rester au sein de nos pays.
Clegg a posé la question de la taxe sur les banques, la taxe professionnelle. Pourquoi êtes-vous en faveur de cela? Lorsque vous dites que vous voulez vous assurer que les banques payent leur part du système, c'est cette même perception conservatrice. Un impôt sur les banques qui nous permette de récupérer les fonds que nous avons mis pour sauver les banques. Maintenant, pour faire bouger l'économie, et nous devons faire bouger cette économie, nous devons bien sûr alléger les impôts pour les autres entreprises. Et le Premier ministre doit reconnaître le fait qu'aujourd'hui, sa politique ne fonctionne pas. Les petites entreprises viennent régulièrement me voir à ma permanence pour me dire qu'ils ne peuvent pas avoir accès au crédit, alors que ces banques, qui sont gavées d'argent, refusent de prêter. Le gouvernement doit se retrousser les manches, cesser de défendre son bilan indéfendable et reconnaître enfin que les changements que nous devons apporter pour remettre en mouvement notre économie. Nous avons encore beaucoup de thèmes sur l'économie. Une question maintenant de Jean Simpson. Cette année, on a vu de nombreuses entreprises vendues à l'étranger ou fermer leurs portes. Et je voudrais vous demander comment vous entendez retisser le tissu industriel du pays, comment rouvrir les magasins. Nick Clegg. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous, Jean. Moi, je suis député de Sheffield, autre ville qui a un grand passé industriel. Je crois que, pour commencer, alors, trois choses. Tout d'abord, il faut avoir des crédits bancaires. Si on n'a pas de prêt des banques pour les entreprises manufacturières, enfin, c'est comme un corps où le sang ne circulerait pas. Tout s'arrête. Quelques semaines, j'ai un exemple, une entreprise qui produit des éclairages écologiques. Ils ont beaucoup de clients, ils ont une forte demande, mais ils ne peuvent pas s'agrandir parce qu'ils n'arrivent pas à avoir accès au crédit. Ça, c'est absolument scandaleux. Les banques ont prêté moins que l'année précédente alors qu'elles devraient prêter davantage, sachant que c'est l'argent des contribuables qui les a renfloués. Deuxièmement, il faut investir dans ce dont nous aurons besoin demain, à savoir des logements accessibles, des énergies vertes, des énergies renouvelables, des transports publics. Tout cela va créer des emplois pour les jeunes, va soutenir la production et je pense que c'est ce dont nous avons besoin de toute manière. Je me suis rendu à une usine aujourd'hui qui vend au reste du monde, notamment à l'Asie et à la Chine, des produits de précision et de haute qualité. Je crois que dans les années à venir, nous pourrons créer 400 000 emplois dans les industries à faible teneur en carbone. Nous pourrons en créer davantage dans le monde numérique, dans les biotechnologies également. Nous pourrons créer davantage d'emplois, peut-être 100 000. Le gouvernement investit avec les entreprises dans l'équipement, l'infrastructure de l'avenir. Je suis assez optimiste pour cette région. Les banques doivent prêter de l'argent, doivent octroyer ces prêts. Et nous voulons soutenir ceux qui n'ont pas accès auprès des banques. Nous voulons maintenir les agences de développement régionaux également, et les conservateurs aimeraient les éliminer. Nous voulons promouvoir l'industrie dans notre pays. Je voulais juste vous rappeler la question. Cette zone de Birmingham était florissante, connaissait beaucoup d'entreprises. Beaucoup ont été délocalisées, ont été fermées. Comment proposez-vous de rebâtir, de retisser le tissu industriel et manufacturier du pays? Je crois que Jean a parfaitement raison. Ici, à Birmingham, qui était connue comme la ville des 1000 métiers jadis. Eh bien, au cours des 13 dernières années, nous avons perdu 50 000 emplois dans l'industrie manufacturière, davantage que n'importe où ailleurs dans le pays. C'est une catastrophe. Comment pouvons-nous reconstruire? Eh bien, tout d'abord, en investissant dans notre base scientifique pour préparer l'avenir. Nous devons investir dans l'apprentissage. Une grande partie du budget de formation du gouvernement est gaspillée. Nous disons qu'il nous faut 200 000 apprentis supplémentaires. Mais bien sûr, on ne peut pas ignorer non plus les fondamentaux qui font que les entreprises peuvent employer. Et je reviens là-dessus. Si l'on continue à augmenter le coût de l'embauche,
on ne pourra jamais développer l'emploi. Donc investir dans la science, dans la technologie, dans l'apprentissage, va revaloriser les enseignants dans le domaine scientifique et bien sûr réduire les impôts sur les entreprises. C'est comme ça qu'on pourra les conserver. Répondez-vous à cet argument proposé par vos deux opposants, Nick Clegg? Je crois que nous sommes tous d'accord sur l'investissement dans les nouvelles technologies, l'investissement dans les jeunes. Aujourd'hui, je me suis rendu dans une université ici, et oui, il faut qualifier les jeunes pour avoir les compétences de demain. Et c'est, je crois, un point sur lequel tous les partis sont d'accord. Mais pour revenir à ce que je disais précédemment à Jean, à moins d'avoir des banques qui aident les entreprises, elles ne peuvent pas s'agrandir, produire, investir dans leurs usines. Et qui aurait cru qu'ici, à Birmingham, une banque, RBS, allait prêter les sommes que vous leur aviez confiées lors du sauvetage par les contribuables pour aider une multinationale américaine à racheter des entreprises, ce qui se traduit par des pertes d'emplois au Royaume-Uni. Alors que lorsque vous prêtez de l'argent à une banque, vous pourriez espérer que ce serait au moins pour conserver ou créer des emplois ici. Eh bien non. Nous avons triplé le nombre de stages. Aujourd'hui, nous avons plus de 200 000. Nous voulons augmenter ce chiffre également dans les années à venir. Davantage d'étudiants vont à l'université aujourd'hui qu'à aucun moment de notre histoire. Et une grande majorité de ces étudiants sont des étudiantes. Nous devons pouvoir soutenir des entreprises individuelles. Plus de 30 000 entreprises dans cette région reçoivent une aide du gouvernement. Vous savez, le problème aujourd'hui, c'est que nous ne pouvons pas retirer cet argent de l'économie, comme le propose David, et espérer que ces entreprises survivront. Nous devons maintenir cet argent au sein de l'économie. Nous ne pouvons pas enlever ces bourses d'investissement, comme David le propose. Nous ne pouvons pas aider la région en enlevant les agences de développement régionaux. Nous devons agir maintenant. Nous ne pouvons pas retirer cet argent de l'économie. Nous devons soutenir l'industrie et le secteur manufacturier et ne pas faire ce que David ferait. David Cameron. Une fois de plus, nous avons là une confusion la plus totale entre le gouvernement et l'économie. Il ne semble pas que Gordon Brown comprenne le fait que pour faire redécoller l'économie, il faut aider les entreprises à employer les gens. Une chose que le gouvernement pourrait faire et qui serait tout à fait utile, eh bien, le gouvernement est un grand acheteur de fournitures et qui ne se fournit pratiquement pas auprès des PME. Nous disons que le gouvernement devrait donner au moins le quart de ses contrats à des entreprises qui seront les succès emblématiques de demain. Voilà le type de mesures qui permettrait de créer les grandes entreprises de demain et que nous devons mettre en place. Très brièvement, je vous propose de revenir sur ces arguments. Nick Clegg d'abord, ensuite M. Brown. Je pourrais revenir à la façon dont on prend les bonnes décisions pour appuyer les nouvelles technologies et les nouvelles industries manufacturières de demain. Je crois que c'est assez évident. Si vous reprenez la quantité, par exemple, d'éoliennes offshore que l'on est en train d'installer tout autour de la Grande-Bretagne, un peu partout, eh bien, nous devrions être dirigeants à la pointe mondiale de la production de ces technologies vertes. Et pourtant, le seul producteur d'éoliennes offshore chez nous vient de plier boutique et il y avait un énorme projet au large de la côte du Quinte. Eh bien, les 90% des éoliennes qu'on y installe ont été fabriquées au Danemark et en Allemagne. Pourquoi ne pas investir un petit peu dans l'argent qui était mis dans les anciens blocs pour investir dans les technologies vertes de demain? On parlait des éoliennes. Les éoliennes offshore, mais c'est là une de nos priorités. Et nous faisons partie des leaders de ce secteur aujourd'hui. Nous allons investir dans ce domaine. Et de nombreuses entreprises vont le faire également. Nous voulons également un accès à Internet pour toutes les communautés du pays, notamment dans les régions rurales. Mais ceci nécessite un certain financement du gouvernement pour avoir accès à 100% au haut débit dans notre pays, plutôt que 70% seulement, disons. Cet investissement permettra d'attirer des emplois. Si vous réduisez les bourses d'investissement, si vous enlevez les agences de développement régionaux, si vous faites cela pour réduire les taxes sur les banques, alors vous mettez en péril toute l'industrie
manufacturiers. Merci, David Cameron. Vous dites constamment que je veux réduire la taxe professionnelle pour les banques. Non, je veux réduire ces impôts pour toutes les entreprises, y compris les petites entreprises, afin qu'elles puissent réinvestir, agrandir leur activité et embaucher. Voilà de quoi a besoin une économie en croissance. Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'impasse. Et le Premier ministre nous parle beaucoup aujourd'hui d'énergie renouvelable. Après 13 ans de gouvernement travailliste, nous avons l'une des plus petites parts d'énergie renouvelable dans notre bouquet en Europe. Nous avons vu 9 ministres de l'énergie différents sous le gouvernement travailliste et rien ne s'est jamais produit. Il faut que nous fassions bouger notre économie et que nous prenions le pouls de nos entrepreneurs. Vous ne répondez pas à la question. Pourquoi vous enlevez ces bourses d'investissement? Pourquoi enlever les agences de développement régional? West Midlands voudrait investir dans l'industrie, ils ne peuvent pas le faire. Nous réduisons les impôts sur les entreprises et nous le ferons au cours de notre prochain budget. Une autre chose que nous ferons, c'est que nous dirons à chaque nouvelle entreprise qu'elles seront exonérées d'impôts pour leurs premiers 10 employés. Voilà le genre de mesures qu'on peut prendre pour faire bouger l'économie. Au lieu de quoi, le gouvernement actuel met en place de vastes usines à gaz qui ne font rien pour les entreprises qui pourraient aider notre économie. Merci beaucoup. Nous sommes presque à la moitié de notre débat et nous avons encore d'autres sujets à aborder en dehors de l'économie. Mais avant de le faire, ces 3 partis représentés ici ce soir ne sont pas, bien entendu, les seuls au Royaume-Uni qui suscitent vos suffrages. En Écosse, vous pourrez entendre le SNP dans le journal de 10 heures et puis sur la BBC 2 à 22h45. Et puis, mardi, ce sont les hommes politiques de l'Irlande du Nord qui se confronteront. Et puis, vous aurez également un débat du Pays de Galles jeudi prochain, où vous aurez une soirée spéciale pour le Pays de Galles. Et puis, sur BBC One Pays de Galles, vous aurez également une émission spéciale ce dimanche. Mardi prochain, sur BBC 1, il y aura également une émission spéciale pour l'Irlande du Nord. Et enfin, vous pourrez entendre l'UKIP et les Verts au cours du journal télévisé après ce débat. Maintenant, passons à une autre question posée par Radley Russell. La classe politique est-elle au courant que nous sommes séparés de ce que pensent les gens? Et vous rappelez-vous que vous êtes à notre service et pas au service d'autres intérêts. Gordon Brown. Si je suis rentré en politique, c'est parce que j'ai vu ce qui se passait dans ma communauté. J'étais membre du Parlement avec ceux avec qui j'ai grandi, pour ceux avec qui j'ai grandi, pour ceux que je connaissais. Je voulais créer des emplois. En matière d'immigration, j'aimerais augmenter le nombre d'emplois qui pourront être pris par des personnes qui ont appris au Royaume-Uni. C'est pour cela que nous interdisons l'entrée de travailleurs non qualifiés hors de la zone de l'Union européenne. C'est pour cela que nous avons une liste d'emplois réservée aux personnes britanniques et qui ne viennent pas de l'étranger. Dans les années à venir, avec la reprise économique, nous voulons nous assurer que les emplois reviennent aux personnes qui ont été formées au Royaume-Uni et non pas à l'étranger. Que je parle de médecins ou d'enseignement. David Cameron. Bien, je suis parfaitement d'accord avec la personne qui a posé la question. L'immigration est trop élevée dans notre pays depuis trop longtemps. Et voilà pourquoi nous avons adopté une approche tout à fait simple qui consiste à la réduire de manière drastique. Ces dernières années, plus d'1 million de personnes sont vues accorder la nationalité britannique. Cela représente la population de Birmingham. Et nous disons qu'il faut aujourd'hui contrôler l'immigration. Voilà pourquoi nous disons que les nouveaux pays membres de l'Union européenne devraient se voir appliquer des périodes de transition, de contrôle de transition. Et quant aux extra-communautaires, eh bien, nous croyons qu'il faut plafonner leur immigration et imposer un quota.
Il y a une immigration naturelle dans notre pays qui se situe autour des quelques dizaines de milliers, pas autour des quelques centaines de milliers comme cela a été le cas ces dernières années. Mais surtout, nous devons mieux intégrer les immigrants pour bâtir une société plus forte. Et si nous réussissons à faire cela, les gens ne seront plus inquiets au sujet de l'immigration car ils sauront que leur gouvernement s'attelle à la tâche. Juste rappeler à nos auditeurs de la question qui a été posée. La classe politique est de plus en plus décalée par rapport aux préoccupations du peuple sur l'immigration. Et vous rappelez-vous que vous êtes ici pour nous servir et non pas nous ignorer. Nick Clegg. Ouais, je l'entends, mais je ne le vois pas. Ah, d'accord. J'avais déjà eu le problème lors du précédent débat. Oui, nous sommes là, bien sûr, pour vous servir. Nous sommes là pour réagir à vos préoccupations. Moi, j'entends les préoccupations sur l'immigration en permanence. Et je crois que si cela inquiète autant notre population, c'est parce que le système d'immigration lui-même, ses modalités de fonctionnement sont devenues totalement chaotiques au fil des gouvernements conservateurs et travaillistes qui font beaucoup d'effets de manche, mais ce sont eux, par exemple, qui ont supprimé les contrôles à la sortie du territoire que moi je souhaite voir réintroduire. Donc c'est bien joli de savoir qui rentre, mais c'est important aussi de savoir qui sort. Donc certes, nous avons, il nous faut une police dédiée. Il faut aussi ne pas avoir des gens qui vont se rendre dans des régions, qui vont immigrer et vont dans des régions où il n'y aura pas de poste pour eux. Et enfin, il faut aussi lutter contre les bandes organisées qui exploitent les immigrés en situation irrégulière à cause de notre régime d'immigration totalement chaotique. Je crois que c'est la meilleure manière de répondre à cette préoccupation. La question est la suivante. La classe politique est de plus en plus décalée par rapport aux préoccupations des personnes simples, notamment sur l'immigration. Gordon Brown. J'aimerais en revenir à la question. Sommes-nous là à servir la population? Et comment les servir au mieux, notamment en matière d'immigration? Je veux créer des emplois pour les personnes dans ce pays. Je sais qu'à Birmingham et dans les Midlands occidentaux, les gens de ma circonscription s'inquiètent de cette question de l'emploi. Pour leurs enfants notamment, est-ce que leurs enfants auront un emploi? Et pour tous les moins de 25 ans, je veux assurer un soutien à tous ceux qui sont au chômage. Je veux également réduire le chômage à long terme pour toute la population active. Je veux m'assurer qu'il y ait des emplois pour les personnes ici au Royaume-Uni et former les personnes pour les emplois de l'avenir. En ce qui concerne l'immigration maintenant, pour l'immigration illégale, nous avons un système de suivi. Nous comptons l'entrée et la sortie des étrangers dans notre pays. Et je pense que cela fonctionne. David Cameron, quelle est votre réponse? Bien évidemment, nous devons améliorer notre système. Mais je crois que nous devons également mieux contrôler les chiffres. Et c'est là un problème important. Les gens doivent savoir quel est notre programme. Et les gens doivent savoir que les libéraux démocrates proposent une amnistie pour les clandestins. C'est-à-dire pour les gens qui sont sur notre territoire de manière illégale, qui seraient autorisés à rester sur notre territoire, qui auraient accès aux services sociaux, aux prestations sociales. Et je crois que cela ne fait pas sens, tout simplement. C'est une véritable erreur. Nous sommes déjà dans une situation difficile après 13 ans de gouvernement travailliste, mais cela ne ferait qu'empirer les choses. Il faut traiter de ce sujet sérieusement et en gardant sa raison. Il faut réduire le niveau d'immigration et je suis sûr que le public y répondra favorablement en éliminant ce problème des débats. En fait, le seul politique en Bretagne qui est en faveur d'une amnistie intégrale, c'est Brian Johnson, le maire de Londres. Non, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans l'ombre de l'économie et Gordon Brown et David Cameron prétendent que le problème va disparaître de lui-même. Or, tel n'est pas le cas. Vous avez tous ces gens qui vivent ici depuis des années et des années, un petit peu dans les recoins de la société. Eh bien, c'est qu'ils sont victimes de bandes organisées, de la criminalité organisée. dont nous souffrons également. Et quand on traite d'un sujet aussi délicat que l'immigration, je crois qu'il faut être très franc. David Cameron vous dit que l'on peut imposer des quotas migratoires. Ça ne veut rien dire. C'est très bien que un pourcentage très élevé des gens qui viennent chez nous viennent de l'Union européenne. Pourquoi créer des quotas? À quoi cela sert-il de dire que l'on peut contrôler l'immigration de cette manière-là qui ne marchera pas? Enfin, c'est un sujet tellement sensible, on n'a pas le droit. Mais vous proposez bien une amnistie, vous ne pouvez pas le nier.
Une organisation de défense des immigrants vous a d'ailleurs critiqué pour cela. Et je crois qu'on ne peut pas, on ne devrait pas... Il faudrait encourager les gens à faire ce qu'il faut. Si vous proposez une amnistie, en gros, vous dites aux gens, vous êtes venus ici illégalement, mais ce n'est pas grave. Et tous ceux qui font la queue pour respecter les règles, eh bien, ceux-là sont lésés. Je crois que nous avons besoin de changer les valeurs dans notre pays parce que ce que vous nous proposez est incohérent. Je suis d'accord avec David sur ce point. C'est un message assez faux d'envoyer ce message d'amnistie. Nick n'a pas présenté sa politique telle qu'elle est inscrite dans son manifeste, puisque son manifeste suggère une amnistie après 10 ans pour les immigrés illégaux. Vous aurez la facilité de vous expliquer dans une minute. Je pense que vous avez tort. Cela va encourager l'immigration illégale. Mais David doit également répondre à cette question du plafond, du plafonnement. Il faut que ce soit un plafond chiffré. Dites-le nous, ou dites que vous ne savez pas comment vous y prendre. Nick Clegg. Je crois qu'il faut que j'explique, au lieu d'avoir David Cameron et Gordon Brown qui continuent à l'ancienne. Non, ce sont les gouvernements conservateurs et travaillistes qui ont débouché sur la situation chaotique que nous avons aujourd'hui en matière d'immigration. Cela dit, les immigrés aujourd'hui, ils sont là, que ça vous plaise ou non. Donc je crois qu'il faut affronter le problème, honnêtement, pour des gens qui sont là depuis 10 ans, qui parlent anglais et qui jouent le jeu, qui veulent payer des impôts, qui veulent sortir de l'ombre, qui veulent participer activement à la vie de leur collectivité. Eh bien, je crois qu'il faut les aider à ne plus être victimes de ces bandes organisées et les aider également à payer des impôts. David Cameron et Gordon Brown peuvent dire qu'ils veulent déporter les gens alors même qu'on ne sait pas où sont ces gens-là. Moi, j'ai une proposition qui est peut-être polémique, mais qui est réaliste. Je crois que c'est une question de réalisme. Nous sommes responsables du problème, maintenant il faut le résoudre. C'est un problème qu'il convient de résoudre. Je crois que vous faites profondément erreur. Nick a évoqué le chiffre de 600 000 personnes qui feraient l'objet de cette amnistie. Et chacun d'entre eux pourrait venir avec un membre de sa famille. C'est-à-dire qu'on parle d'un potentiel de 1,2 million de personnes qui auraient accès aux prestations sociales. Bon, essayons de gagner un peu de temps. Alors, quel est votre chiffre? Au lieu d'avoir toutes ces allégations infondées, moi je vous dis plutôt que vous avez tout un groupe d'immigrants en situation irrégulière, il faut les aider à se tirer des griffes des bandes organisées. Bon, dites-moi très franchement si 80% des gens qui viennent chez nous viennent de l'Union européenne, or votre quota, le quota que vous proposez, ne changerait strictement rien, oui ou non? Nous avons dit que nous devrions mettre en place des mesures transitoires pour les nouveaux pays membres. Lorsque la Pologne est entrée dans l'Union européenne, on nous a dit que 13 000 personnes viendraient en Grande-Bretagne. Mais en fait, nous avons été confrontés à plus d'1 million de personnes. Alors, Nick nous parle a évoqué le nombre de 600 000 personnes qui bénéficieraient d'une amnistie. Il faut qu'il soit franc. Non, moi je ne suis pas en train d'essayer de... Tiens, est-ce que 80% des immigrés viennent de l'Union européenne ou non, et ils ne seraient pas concernés par le quota que vous proposez? Cela serait pris en charge par notre contrôle de transition. Il me semble que nous devrions donner la parole à M. Brown. Je pense que les deux ont tort, malheureusement. Nick a tort d'envoyer ce message aux étrangers qui peuvent rentrer illégalement et ensuite obtenir une amnistie. David a tort puisqu'il ne prend pas en compte l'Union européenne, il ne prend pas en compte la communauté étudiante étrangère également. Il ne nous a pas donné de chiffres pour ce plafond. Il doit nous dire quel est ce chiffre ou arrêter d'en parler tout court. Voilà, deux partis qui refusent de s'attaquer à l'immigration et un parti qui veut s'y attaquer. Nous voulons ramener l'immigration à quelques dizaines de milliers de personnes plutôt que quelques centaines de milliers par an. Depuis que Gordon est au pouvoir, nous n'avons jamais eu moins de 100 000 immigrés par an. Sous les gouvernements conservateurs précédents, jamais plus de 70 000. Répondre à la question sur le chiffre de ce plafond. Comment justifier cette amnistie maintenant pour les immigrés illégaux? C'est un message que vous envoyez aux étrangers. Venez au Royaume-Uni, nous vous donnerons vos papiers après un certain nombre d'années. Cela n'a aucun sens. Je voudrais reprendre. C'est un problème dont vous êtes responsable. Si les gens sont venus ici, c'est à cause de la situation totalement chaotique en matière d'immigration dont sont responsables les travaillistes et les conservateurs. Moi, ce serait tellement plus facile
que je fasse l'autruche, que je dise qu'il n'y a pas de problème. Or, il y a un problème qui aide la criminalité organisée. Moi, au contraire, je veux aider ces gens à sortir de la criminalité, à sortir de la clandestinité, à pouvoir payer des impôts. Donc je crois qu'il faut essayer d'affronter la réalité telle qu'elle est et non pas telle que nous voudrions qu'elle soit. Mais nous ne renvoyons pas des milliers de personnes par an, des milliers de criminels par an. Il est temps pour nous de passer à la question de Anna Haywood. Je suis mariée, mon mari est comptable et nous avons 2 enfants. Nous travaillons très dur et nous avons 2 salaires. Pour autant, nous ne pouvons pas nous payer une maison et nos dépôts bancaires sont faibles. Que ferez-vous en matière de logement pour les familles? Parce que si un comptable ne peut pas avoir de maison, quel espoir y a-t-il pour les autres? David Cameron. Je comprends votre problème parce que très franchement, aujourd'hui dans notre pays, les gens qui essayent de travailler dur, d'économiser, de respecter les règles du jeu, eh bien, ils ne trouvent que des obstacles sur leur chemin. Alors que ceux qui ne jouent pas le jeu, ceux qui ne pensent pas à faire des économies, eh bien, sont souvent récompensés et cela, c'est mal. Alors que pouvons-nous faire pour vous aider? Eh bien, tout d'abord, nous devons contrôler nos dépenses afin de cesser d'augmenter les impôts. Nous disons également que les premiers 250 000 livres seraient exonérés d'impôts. Mais je crois également que nous devons construire davantage de logements. Il faut que nous modifions notre plan d'occupation des sols pour encourager les gens à construire. Et nous devons également récompenser les municipalités qui bâtissent des logements pour des familles comme la vôtre. C'est comme sur l'immigration, c'est une des questions dont j'entends le plus souvent parler en Angleterre, le manque de logements à des prix abordables. Je crois qu'il y a 8 millions de personnes qui sont toujours sur les listes d'attente. Moi, je ferais 3 choses. D'une part, il y a des centaines de milliers de logements vides chez nous, y compris à Birmingham, et je pense que pour des sommes très raisonnables, on pourrait les rénover et les rendre habitables. Je crois que c'est inacceptable qu'il y ait des gens comme vous, Anna, qui n'aient pas les moyens ou qui ne trouvent pas de logement alors qu'il y a beaucoup de logements vides. Ça, c'est la figure de notre manifeste. Nous voulons que 250 logements vides soient transformés pour en faire des logements habitables. Deuxièmement, donner davantage de possibilités aux municipalités pour pouvoir emprunter et construire de nouveaux logements. Et enfin, tous ces logements vides dans les centres-villes, des studios, hôtels personnes, eh bien, je crois qu'il faut les convertir pour en faire des logements pour des familles comme vous. Anna a tout à fait raison. L'industrie du bâtiment ne nous a pas très bien servi au Royaume-Uni. Au cours de la crise, les entreprises du bâtiment n'avaient pas le capital nécessaire et nombre d'entre elles ont sombré. Mais la demande est là. Le nombre de propriétaires a cru énormément ces 10 dernières années. Ce que nous avons fait, c'est réduire les droits d'enregistrement, notamment. L'équité partagée, notamment, peut être une autre façon de procéder. Nous pouvons financer avec les banques, avec les entreprises du bâtiment. Il faut aussi faciliter les emprunts des banques. Nous avons facilité le prêt de 82 milliards de livres cette année pour assurer l'ouverture de nouveaux logements. Je veux créer une majorité de propriétaires ici, augmenter le nombre de propriétaires ici au Royaume-Uni et je veux le faire vite. Monsieur Cameron, qu'à vous répondre? Bien, 2 choses que nous devrions faire et une chose que nous devrions éviter. Tout d'abord, nous devons construire davantage de logements qui soient en partie destinés aux bailleurs et en partie destinés à être occupés par leurs propriétaires. Par ailleurs, nous devons également récompenser ceux qui prennent leurs responsabilités. Ceux qui habitent dans des logements municipaux et qui se comportent bien doivent se voir donner un petit capital pour les aider à accéder à la propriété. Mais une chose que nous ne devrions pas faire, c'est augmenter la TVA sur la construction de logements. Cela ne ferait que augmenter le prix des nouveaux logements et les mettre hors de portée de gens tels que Anna. Ce serait une grave erreur. Nick Clegg.
J'ai parlé des conversions de logements vides, j'ai dit qu'il fallait permettre aux municipalités de construire également, les aider à financer, et également dans les centres-villes, je vois beaucoup d'appartements unipersonnels, des studios, et souvent ils sont vides, je crois qu'il faudrait plutôt les rendre accessibles aux familles. Cela étant, je pense qu'il y a aussi les logements municipaux. Bon, ce n'est pas très à la mode à l'heure actuelle, mais l'autre jour à Newcastle, j'ai vu que le conseil municipal libéral-démocrate a recommencé à construire des logements municipaux parce que ça aide. Bon, ça ne vous aidera peut-être pas vous, mais enfin, plus il y a de logements globalement, d'offres de logements, mieux c'est pour tout le monde. Puis je crois qu'il y a vraiment un problème dans le système de la TVA à l'heure actuelle. On ne paie pas de TVA si on construit sur une friche. En revanche, si on construit son propre domicile, je crois qu'il vaudrait mieux avoir un taux de TVA unique qui encouragerait à investir en fixant peut-être le taux un petit peu plus faible qu'il y a actuellement. Ce que Nick dit sous la surface, c'est de mettre à imposer la TVA sur les nouveaux logements. Je pense ce que nous devons faire, c'est encourager, comme nous l'avons fait, la construction de nouveaux logements. Et de nombreuses autorités locales le font. J'ai parlé de l'achat, de loyer partagé, de l'égalité partagée. Il faut que le client, l'acheteur, travaille de concert avec l'industrie du bâtiment. Ce sera, je crois, une option populaire, notamment pour les jeunes, dans les années à venir. Nous devons maintenir les taux d'intérêt à un faible niveau. Nous avons réussi à le faire ces dernières années. Je pense que nous devons continuer à le faire pour les propriétaires, anciens ou nouveaux. Ce secteur est trop à risque pour l'inflation dans l'avenir. Bien, je vais maintenant passer à la question de Graham Parkin. Je suis retraité, j'ai travaillé toute ma vie et je vois des personnes qui ont abusé du système, bénéficié de prestations diverses. Que comptez-vous faire pour éviter ce genre d'abus? Nick Clegg. Je crois qu'un des principaux problèmes que vous évoquez, c'est comment encourager les gens qui dépendent des allocations à retrouver le chemin de l'emploi. Et lorsqu'on a comparé les 3 manifestes cette semaine, quelqu'un a fait le bilan, je m'en réjouis, que c'est le seuil de l'imposabilité à 10 000 livres, eh bien c'est vraiment un encouragement à retrouver la voie du travail, notamment lorsqu'on a un emploi faiblement rémunéré ou à temps partiel. Eh bien très franchement, ce n'est pas très tentant de reprendre un emploi et d'arrêter de bénéficier des allocations, car lorsqu'on fait le calcul, et c'est ce que font les gens, eh bien ils se rendent compte que ça ne vaut pas la peine de travailler. Non, je crois qu'au contraire, il faut donner des mesures incitatives au travail, et c'est le sens de notre projet. Je pense que le travail, c'est l'une des choses les plus importantes dans une société. C'est ce qui donne un sentiment de dignité individuelle et c'est ce que ferait notre proposition fiscale. La question de M. Parkins est qu'il est tout à fait choqué par le fait que des personnes qui n'aient pas cotisé puissent bénéficier de ces prestations. Nous devons faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de personnes sur les aides sociales. Si cela fait trop longtemps qu'ils sont sur ces aides sociales, nous devons les forcer à reprendre le travail. Si vous avez moins de 25 ans et que vous êtes au chômage depuis plus de 6 mois, nous vous fournirons un service de formation. Nous ne voulons pas de génération perdue. Ce n'est pas une option. Nous ne voulons pas que cela soit une alternative. Ces personnes seront obligées à reprendre ces formations. Pour les moins de 25 ans, au chômage depuis plus de 6 mois. Notamment pour les personnes qui sont sur des aides liées à l'handicap. Nous voulons faire en sorte que ces personnes puissent reprendre le travail dans des conditions, de bonnes conditions. C'est en travaillant que l'on peut avoir une bonne estime de soi. Nous avons besoin de davantage de personnes qui travaillent sans aide sociale. Eh bien, je dirais tout simplement la chose suivante. Nous devons avoir une approche toute simple qui consiste à dire aux gens, si vous êtes en mesure de travailler, si vous voulez travailler, nous ferons tout ce que nous pouvons pour vous y aider. Nous vous formerons, nous vous donnerons tout ce dont vous avez besoin. Mais si l'on vous offre un travail que vous pouvez effectuer et que vous le refusez, vous ne pouvez plus percevoir des allocations sociales. Alors, à l'instant, le Premier ministre nous a dit qu'il ne pouvait pas tolérer une vie sous allocation.
Eh bien, il y a aujourd'hui des millions de gens qui ne vivent que d'allocations, presque 3 millions qui vivent d'allocations invalidité. Le gouvernement travailliste a eu si longtemps pour traiter le problème. Mais ils doivent chasser les gaspilles, réduire la dépense. Et nous devons commencer par là, par faire en sorte que ceux qui ne se sont pas bien comportés ne profitent pas du système. Tous les jours, sur la route du travail, je passe devant des maisons où je sais que vivent des gens qui pourraient travailler et qui ne le font pas. Et c'est inacceptable. Nick Clegg, vous avez la possibilité maintenant, non pas de répéter ce que vous avez déjà dit, mais d'approfondir votre argumentation. Je vais ajouter, Graham a dit qu'il trouvait ça exaspérant. Eh bien, bon, vous êtes retraité, non pas encore. Enfin, lorsque vous prendrez la retraite, et si vous voyez que les allocations auxquelles on peut prétendre, notamment la pension publique, n'est pas aussi généreuse que ce que vous espériez, eh bien, je crois que c'est quelque chose qu'il faut régler tout de suite, dès après ces élections législatives, c'est recréer des pensions de retraite indexées sur les rémunérations. Cette indexation a été détruite par les conservateurs, elle n'a pas été recréée par les travaillistes. Je crois qu'il faut recréer cette indexation afin que vous-même, Graham et les autres, vous méritez, enfin vous avez travaillé dur, vous avez contribué, vous avez cotisé toute votre vie, eh bien il faut que vous ayez droit à une pension digne de ce nom lorsque vous prendrez la retraite, et j'espère que vous serez un peu moins exaspéré. La question porte également sur la prévention des abus. Gordon Brown. Il a tout à fait raison. La pension doit être liée aux revenus. Nous le ferons en 2012 lorsque nous aurons les ressources pour ce faire, notamment la bourse hivernale, notamment pour les personnes de plus de 60 ans. Cette bourse a été augmentée. Nous voulons également augmenter les pensions pour ceux qui ne l'avaient pas de par le passé. Nous voulons obliger les jeunes à avoir un travail, ne pas rester au chômage pour des périodes prolongées. Nous avons davantage de travailleurs aujourd'hui qu'auparavant. Oui, nous avons des parents qui ne travaillaient pas de par le passé et qui aujourd'hui doivent travailler. Mais nous devons répondre à ces problèmes et je pense que l'obligation est le maître mot ici, la responsabilité de travailler. Les travaillistes ont eu 13 ans pour mettre fin à la dépendance aux allocations. Et les libéraux-démocrates n'en parlent pratiquement pas dans leur programme. Mais je crois que le sentiment des gens, c'est que lorsque l'on travaillait toute sa vie et que l'on a essayé d'économiser, on est tout de même obligé, à la fin de sa vie, de vendre sa maison pour pouvoir aller dans une maison de retraite. Alors, ce que nous disons, c'est que si vous pouvez économiser 8 000 livres, à 65 ans, vos soins de vieillesse devraient être gratuits, pour peu que vous ayez économisé 8 000 livres pendant votre vie active. Quelle est, selon vous, la différence principale entre vos différents points de vue? Je vais prendre un exemple. Nous sommes le seul parti dans la campagne actuelle qui a un projet budgétisé pour permettre aux gens qui dépendent des allocations de reprendre un emploi. Pour moi, c'est une question d'ordre philosophique. Quelle est la meilleure manière d'aider des personnes vulnérables et dans la précarité? Est-ce que c'est de renforcer les allocations et de les rendre toujours plus dépendantes ou au contraire de leur fournir des mesures incitatives pour les aider à s'aider elles-mêmes dans la mesure du possible? Et d'où le sens de la mutation fiscale que nous proposons, permettre aux gens de conserver leurs revenus s'ils reprennent la route du travail, et je crois que c'est quelque chose qui est, je pense, la priorité absolue à l'heure actuelle. Monsieur Brown. Vous savez quelle est la différence. Nous ne voulons pas une génération de jeunes qui grandissent et qui ne travaillent pas. C'est ce qui s'est passé dans les années 80 sous le parti de David. Une génération gâchée, une génération perdue. Nous sommes confrontés aux conséquences de cette mauvaise politique aujourd'hui. Nous voulons rendre obligatoire l'université ou la formation pour les personnes au chômage. Il y aura plusieurs options à disposition de ces personnes pour les moins de 25 ans, mais il faudra soit qu'ils travaillent ou s'ils sont au chômage, qu'ils s'inscrivent dans une formation. Nous n'accepterons pas une situation où les jeunes restent dans les cages d'escalier sur le coin des rues. Nous avons conçu de nouveaux programmes, de nombreux programmes pour faire baisser ce taux de chômage chez les jeunes.
chez les jeunes. Je ne suis pas sûr de savoir de quel pays Gordon Brown pense être Premier ministre. Aujourd'hui, dans notre pays, 900 000 jeunes gens ne sont ni employés, ni à l'école. C'est l'action de ce gouvernement qui a fait exploser le chômage, qui est aujourd'hui encore plus élevé qu'en 1997, à l'issue de la récession la plus grave qui nous ait jamais frappés. Alors, pour répondre à Nick, bien sûr que nous devons mettre en place de meilleures incitations. Il est incroyable qu'aujourd'hui, une mère isolée ne trouve pas les incitations correctes pour retourner au travail. Mais nous devons dire à nos jeunes gens que s'ils refusent les travaux que nous leur proposons, ils perdront leurs prestations sociales. Je crois que c'est important pour encourager les gens à retourner au travail. Moi, je crois que nous sommes tous d'accord. Il faudrait bien sûr que les allocations soient conditionnelles au lieu de les jeter par les fenêtres. Mais en revanche, là où nous ne sommes pas d'accord, c'est que moi, j'ai un projet pour nous assurer que la fiscalité récompense le travail pour les gens qui reprennent l'apport du travail. Alors que Gordon Brown propose de récompenser les multimillionnaires, quant à Gordon Brown, il n'a aucun projet pour réduire l'impôt pour les personnes qui ont un revenu intermédiaire ou faible. Je crois que là, la différence est criante. L'Institut d'études budgétaires dont vous avez parlé dit que vos propositions de financement des crédits d'impôt sont tout à fait spéculatives. Ils ne savent pas comment vous allez obtenir ces fonds. C'est ce qu'ils pensent, que vous n'avez pas réfléchi à ces propositions en détail. Nous essayons d'avoir une faible inflation, des faibles taux d'intérêt, de redonner une nouvelle impulsion à l'économie pour que le travail reprenne, l'emploi reprenne. Nous passons maintenant à la question de Michael Crowhurst. J'enseigne dans un quartier difficile de Birmingham. Que ferez-vous pour vous assurer que les enfants de ces quartiers aient les mêmes opportunités que les autres? L'éducation, bien entendu, est un sujet très important, un sujet de délégation de pouvoir en Irlande du Nord, en Pays de Galles et en Écosse. Mais je vous rappelle donc, que ferez-vous pour assurer l'égalité des chances à tous les étudiants, tous les écoliers, quel que soit le quartier dans lequel ils étudient? Gordon Brown. Ma mère disait lorsque j'étais jeune que ce qu'il était disponible pour une mère, pour un parent, était des services de maternité lorsque l'enfant était né, et ensuite pour les vaccins, vaccinations, et ensuite il fallait aller à l'école primaire à l'âge de 5 ans. Aujourd'hui, nous avons la maternelle pour les enfants de 3 et 4 ans, nous avons des centres de prise en charge des enfants, nous avons des vacances payées, des congés payés de paternité et de maternité. Et le crédit d'impôt pour les enfants va augmenter, notamment pour les parents d'enfants de moins de 3 ans. Mais je m'intéresse à la mobilité sociale, notamment. Il faut que les enfants de moins de 5 ans puissent développer leur potentiel. Il faut qu'à l'école, ceux qui sont en retard puissent rattraper ce retard pour avoir des compétences universitaires en fin de formation. C'est de cette manière que nous assurerons un emploi de qualité, pour que les personnes qui viennent de milieux défavorisés puissent avoir accès à des offres de qualité, des travails de qualité. David Cameron. Tout d'abord, je crois que je voudrais vous remercier pour ce que vous faites, parce que je crois que les enseignants accomplissent le travail le plus important qui soit dans notre société. Nous devrions véritablement revaloriser leur statut. Mais je crois que l'une des choses les plus importantes que nous puissions faire, c'est de donner aux enseignants, et particulièrement aux enseignants principaux, le contrôle sur leur école. La discipline constitue la fondation essentielle d'une bonne éducation. Et aujourd'hui, nous avons un véritable problème de discipline. Aujourd'hui, des enfants peuvent être expulsés de l'école. Cela est arrivé récemment à Manchester. Un enfant qui a été expulsé parce qu'il portait un couteau et qui a été réintégré dans l'école par le comité de discipline. Cela ne peut pas fonctionner comme ça. Il faut remettre en place une véritable discipline, mettre un terme aux règles incohérentes qui font que les enseignants passent leur temps à fouiller leurs élèves. Et voilà comment nous pourrons construire cette société plus inclusive qui permettra aux enfants de tout arrière-plan d'obtenir une éducation digne de ce nom. Je sais cependant que nous devons en faire davantage. La question porte donc sur l'enseignement dans les quartiers difficiles de Birmingham. Comment vous assurerez-vous que les enfants aient les mêmes opportunités, quelle que soit l'école dans laquelle ils étudient? Nick Clegg. Mike, pour répondre précisément à votre question, qu'est-ce que nous comptons faire?
Et c'est un des principaux engagements dans notre manifeste, c'est de consacrer 2,5 milliards de livres sur les 15 milliards de livres que nous avons déjà repérés dans les dépenses publiques, et de cibler le million d'enfants les plus défavorisés pour les amener au même niveau que s'ils allaient dans une école plus favorisée. Je crois que la question que pose Michael, c'est un des principaux défis que confronte notre pays à l'heure actuelle. Un enfant doué, mais de milieu défavorisé, se fait doubler, coiffé au poteau, par un enfant de milieu plus favorisé, mais moins doué, vers l'âge de 7 ans, et ensuite le fossé s'accroît. Et à l'heure actuelle, à Sheffield, en 2010, un enfant de milieu défavorisé risque de mourir près de 15 ans, à une espérance de vie de 15 ans plus courte que celle d'un enfant de milieu favorisé. Donc je crois qu'il faut aussi réduire les effectifs scolaires pour aider les enfants en âge précoce lorsqu'ils démarrent l'école. J'apprécie cette question sur l'enseignement d'un enseignant, posée par un enseignant. On n'oublie jamais ces enseignants, ces professeurs. On s'en rappelle toujours de leur rôle qu'ils ont joué dans notre vie. Je veux assurer la qualité des écoles. C'est ce que nous essayons de faire. Mais nous avons parlé de la pauvreté. C'est inévitable. C'est une question inévitable. Si vous réduisez les dépenses et les budgets des écoles, alors vous mettez en péril l'avenir de ces enfants. Les libéraux, les conservateurs veulent réduire les crédits d'impôt et les budgets des écoles. David veut réduire les budgets des écoles aussi pour la prise en charge des enfants maternels. En quelque sorte, il s'assure que les plus pauvres payent le coût de ces politiques, alors qu'il maintient cette politique ridicule sur les droits de succession. Je crois que vous avez entendu ce que le Premier ministre avait à dire. Un Premier ministre qui n'a plus rien de positif à dire. Après 13 ans d'échecs économiques, malheureusement 13 ans d'échecs éducatifs, 13 ans d'augmentation des inégalités, d'augmentation de la pauvreté, où le gouvernement n'a pas pu s'attaquer aux vrais problèmes. Voilà ce que vous entendez. Permettez-moi de vous dire quelques-unes des choses positives que nous pourrions faire. Bien évidemment, ce sont les méthodes à l'ancienne qui marchent le mieux pour apprendre à nos enfants à lire. Il faut bien sûr aider les élèves qui s'en sortent le moins bien. Il faut favoriser l'éducation des enfants avec des besoins spéciaux, éventuellement les intégrer dans le cursus normal. L'éducation, bien sûr, c'est une fondation de notre société, mais c'est également cela qui permet à tout enfant de savoir que, sur la base de son mérite, il pourra accomplir tous ses rêves. Non, bien sûr, Gordon Brown a raison de dire qu'il y a un lien. Bon, Michael, vous le savez encore mieux que nous. Bien sûr, il y a un lien entre les familles défavorisées et l'échec scolaire. Et c'est précisément cette relation entre les deux qui empêche des enfants de réussir. Et c'est une injustice criante. Et nous luttons contre cela par les propositions fiscales dont je vous ai parlé, en remboursant 700 livres d'impôts pour les personnes qui gagnent moins de 10 000 livres. Et grâce à cette proposition, nous appelons cela une prime élève, c'est un mot un petit peu technocratique. Avec ces 2,5 milliards de livres, eh bien, nous pourrions aider nos écoles à réduire les effectifs de chaque classe pour les porter à 20 élèves. Moi, j'ai 3 enfants en bas âge. 2 d'entre eux, ils ont 8 ans et 5 ans, ils vont à l'école. Et moi, je vois en tant que père ce qui se passe à l'école. Les 3 premières années à l'école sont absolument essentielles. C'est là que l'on construit sa confiance, sa capacité à entrer en rapport avec d'autres. Et c'est vraiment essentiel, je pense, de ne pas la rater ces premières années pour la suite de l'existence. J'ai une passion pour donner des occasions à ces jeunes. C'est pour cela que nous avons créé ces centres pour l'enfance et ces crédits d'impôt pour les enfants. C'est pour cela que la maternelle commence à l'âge de 3 ans et non plus 4 ans, comme cela était le cas auparavant. C'est pour cela que nous faisons toutes ces choses, notamment par le biais de tutorat pour les enfants en retard.
Mais David ne répond pas à la question. Il va réduire les crédits d'impôt pour l'enfance, il va réduire les budgets de l'école. C'est une coalition de réduction des crédits d'impôt avec Nick qui semble avoir été établie. Ce n'est pas la manière de procéder. Si nous nous concentrons sur les opportunités données aux enfants, nous ne pouvons pas faire cela. Nous ne pouvons pas retirer toutes les avancées que nous avons enregistrées. Les gens peuvent voir ce qui se passe ici. C'est simplement une tentative d'effrayer les gens que nous donne Gordon Brown ici. Mes enfants vont à l'école à Londres et je tiens à ce que chaque sou disponible permette de faire en sorte que les enfants dans nos écoles soient correctement suivis et qu'ils reçoivent un bon enseignement. Nous devons là encore chasser la dépense partout où nous le pouvons. 300 millions de livres par an sont dépensés pour améliorer l'information des enseignants. Mais certaines agences ont pu dépenser de l'argent pour des salles de massage, pour leur propre fonctionnement. Ce sont là des choses insensées. Il faut ramener l'argent dans la salle de classe, là où il est efficace et où on en a besoin. Monsieur Brown, Monsieur Clegg. J'aimerais un petit peu séparer tout cela. Bon, Gordon Brown a raison. Pourquoi réduire le programme de construction des écoles? C'est idiot. Il faut continuer d'investir dans la construction des écoles. Mais d'un autre côté, la manière dont Gordon Brown n'arrête pas de parler des crédits d'impôt, bon, lorsque les ressources financières manquaient, cela me paraît scandaleux que quelqu'un qui a un salaire de député comme moi bénéficie de crédits d'impôt. Non, je crois qu'il faut plutôt cibler les gens qui en ont vraiment besoin et les zones à besoin. Et aider notamment les élèves qui ont besoin de soutien, que ce soit le soir, que ce soit le samedi, que ce soit sous forme d'enseignement individualisé, peu importe. Mais moi, je vous parle de cela en tant que parent, et Michael le sait en tant que professeur, c'est cela qui change tout dans la scolarité d'un élève. Vous dites pas quels millions de personnes perdraient le crédit d'impôt pour l'enfance sous vos propositions? Bien. Il faut mettre un terme à cette partie du débat avec cette question. Merci infiniment à vous trois. Nous allons maintenant achever ce débat avec la déclaration finale de chacun des trois leaders. David Cameron commence. Merci. Bien, je me tiens ici devant vous pour une raison parfaitement simple. J'aime mon pays et je crois que nous pouvons faire de grandes choses dans les années qui viennent. Nous pouvons résoudre nos problèmes et accomplir de grandes choses, mais pour cela, nous avons besoin d'un gouvernement qui possède les bonnes valeurs, un gouvernement qui soutienne les familles, car les familles sont la chose la plus importante de notre société. Il nous faut un gouvernement qui soutienne le travail, qui soutiennent ceux qui se comportent comme il faut, et un gouvernement qui comprenne toujours que notre sécurité est ce qu'il y a de plus important. Mais vous devez également savoir autre chose sur moi. Je crois que l'aune à laquelle doit être jugée une société est la façon dont laquelle elle s'occupe des plus vulnérables et des malades. C'est bien sûr le cas dans les temps faciles, mais encore plus le cas dans les temps difficiles. Et je veux vous mener vers une ère nouvelle et plus facile qui s'ouvre devant nous. Si vous votez pour les travaillistes, vous verrez la même chose que vous avez vu ces 13 dernières années. Si vous votez pour les libéraux-démocrates, vous votez pour l'incertitude. Si vous votez pour les conservateurs, vous pouvez choisir un gouvernement de rupture qui nous ramènera dans la bonne direction, qui effectuera les changements nécessaires. Pour les libéraux-démocrates, Nick Clegg. Tout ce que j'ai dit au fil des 3 débats télévisés est animé par ma conviction que si nous savons changer, nous déboucherons sur un Royaume-Uni plus équitable. Bien sûr, vous êtes libre de votre bulletin de vote et les 2 autres vous diront bien sûr qu'on ne peut pas changer. Mais ne vous laissez pas intimider et osez suivre votre intuition. Ensemble, la semaine prochaine, nous pouvons changer le Royaume-Uni dans le bon sens. Bien sûr, les 2 autres partis vous ont fait beaucoup de promesses, mais lorsqu'on les retrouve au pouvoir, vous vous rendez compte que rien ne change. Alors qu'on pourrait faire tellement mieux cette fois-ci. Bien sûr, je ne peux pas vous garantir que tous les problèmes auxquels vous êtes confrontés seront résolus du jour au lendemain, mais ce que je peux vous promettre, c'est que je travaillerai sans relâche pour assurer l'équité, pour assurer un système fiscal équitable, afin que vous payiez moins, afin que ceux qui sont en haut de la pyramide paient leur part, pour avoir des effectifs scolaires d'une taille plus équitable, pour avoir une vie politique honnête et dans laquelle on puisse de nouveau avoir confiance.
Tout cela est possible, j'en suis convaincu. Cette élection vous appartient, ce pays vous appartient. Lorsque vous voterez la semaine prochaine, choisissez l'avenir que vous voulez réellement. Si vous êtes comme moi convaincu que l'on peut changer cette fois-ci, eh bien, à nous tous, nous pourrons changer le Royaume-Uni. Laissez personne vous raconter que c'est impossible. C'est possible cette fois-ci. C'est vous qui pouvez tout changer. Merci, M. Clegg. Et maintenant, pour les travaillistes, Gordon Brown. Ces débats sont la réponse à ceux qui disent que la politique n'importe pas. Je voudrais remercier tous ceux qui ont pris part à ces débats ces dernières semaines, qui montrent que nous pouvons défendre de grandes causes. Ils montrent également les divergences entre les différents partis. Si nous en restons là où nous en sommes, dans 8 jours, David Cameron, peut-être soutenu par Nick Clegg, reprendra son poste. Mais ce soir, j'ai dû vous dire, nous avons des politiques pour l'avenir, mais ils ont aussi des politiques pour l'avenir, mais leur politique mettrait en péril la reprise économique. J'ai posé ces questions à David, il n'a pas pu y répondre, notamment sur les droits de succession pour les plus riches de ce pays. Je crois qu'il va réduire les budgets des écoles, il ne l'a pas nié. Je crois que la police serait aussi à risque sous ce mandat conservateur. Les garanties des services de santé que nous avons aujourd'hui, qui donnent à chaque patient le droit de voir un spécialiste dans 2 semaines, ce droit, ces garanties n'existeraient plus sous la nouvelle coalition. Je n'aime pas faire ceci, mais je dois vous dire que les choses sont trop importantes. Nous ne pouvons pas les laisser aux mains de personnes trop instables, des personnes qui n'ont pas réfléchi sérieusement à ces politiques. Nous sortons de la récession et c'est là le plus important. Et je compte le faire, mais c'est à vous de décider. Voilà pour ce débat depuis Birmingham. Retour donc sur le plateau de Public Sénat. Nous sommes en direct. Merci de nous avoir suivis. Et vous venez de voir donc le 3e et dernier débat des élections législatives britanniques avant l'échéance du 6 mai. Pour analyser tout ce qui vient d'être dit avec nous, notre invité Alex Taylor, bonsoir. Bonsoir. Journaliste européen avec nous ce soir. Oui. Vous êtes ravi, hein? J'essaie d'être européen. Alors, vous avez suivi le débat avec nous. Première impression, Alex Taylor, qui est sorti gagnant? Qui a été le plus convaincant, le plus percutant ce soir? Je pense que Cameron a été tellement mis à traîner parce que le premier débat, personne ne lui avait dit la chose la plus élémentaire. C'est pour ça que dans le premier débat, Nick Clegg est sorti gagnant parce qu'il tout simplement il regardait la caméra, il était beaucoup plus convaincant que les autres qui avaient le regard fuyant et qui s'adressaient plutôt aux quelques personnes dans la salle plutôt qu'aux millions de personnes qui regardaient ça. Donc Cameron, à la fin, là, ce qu'on vient de regarder, visiblement, il avait appris sa dernière minute, qui est une minute très importante, par cœur. Clegg était moins convaincant parce qu'il regardait ses fiches en bas tout le temps, donc il se reposait un tout petit peu sur ses lauriers. Mais si vous demandez à moi, britannique, qui est le plus convaincant, je dirais, paradoxalement, très bizarrement, Gordon Brown. Parce que maintenant, il y a eu tellement d'analyses sur le fait que Clegg regardait la caméra. On n'a jamais autant analysé la façon dont ils avançaient les phalanges. J'ai entendu la semaine dernière sur une position de dominance, etc. Et du coup, là, Gordon Brown paraissait complètement sincère. Naturel. Oui, naturel. Je crois qu'il n'a plus rien à perdre de toute façon parce qu'il sait qu'il ne va pas gagner. Et Alex Taylor, on a même l'impression qu'il était même à l'aise. On l'a vu plusieurs fois interpeller le... charrier, mais il était plus à l'aise qu'avant. Il souriait à la fin. Il souriait. Il a beaucoup interpellé le candidat conservateur, David Cameron, par son prénom. On va l'écouter. On a un souci. Justifiez-vous la réduction des droits de succession pour les millionnaires? David, j'étais là quand nous avons nationalisé Northern Rock, lorsque nous avons repris la Banque nationale d'Écosse et Lloyds Halifax et SP. Ça traduit quoi, ça? Ça traduit, en fait, c'est tout à fait nouveau, parce que quand ils sont au Parlement, on n'a pas le droit, au Parlement britannique, de nommer quelqu'un par son nom. Il faut toujours dire « mon honorable ami »,« my honorable friend » ou « l'honorable membre pour ». On n'a pas le droit de dire « Monsieur Cameron »,« Monsieur Brown » ou même le Premier ministre, etc. Donc là, pour la première fois, ils pouvaient utiliser le nom.
Et vous savez, tout ça, c'est un jeu de pouvoir. La raison pour laquelle il ne tape pas beaucoup sur l'homme du centre, Nick Clegg, c'est que de toute façon, la semaine prochaine, comme ni l'un ni l'autre, Brown ni Cameron n'auront la majorité qu'il faut, il va falloir gérer ça, va falloir composer avec ce type dont personne n'avait entendu parler jusqu'à il y a 2 semaines. Ce type dont personne n'avait entendu, Nick Clegg, aujourd'hui c'est la star des médias, c'est le chef de file des libéraux démocrates. Il a gagné en popularité après les 2 premiers débats. Aujourd'hui, est-ce qu'il s'est vraiment imposé sur la scène politique britannique? C'est-à-dire qu'il a eu une position, c'est-à-dire que le Premier ministre, Gordon Brown, ne voulait pas de ces débats, donc il doit maintenant regretter beaucoup, tout comme Cameron qui avait dit « Oh, moi je suis prêt à affronter Gordon Brown » parce qu'il croyait qu'il allait le battre à plat de couture, il n'avait même pas pensé à la présence du 3e homme. Et comme il est très beau, il a été vraiment très médiatisé pour regarder tout, il en est sorti gagnant. Donc, de là à en faire quelqu'un qui va changer la politique britannique, les gens ont commencé à regarder sa politique. Quoique, il y a un truc qui se passe, il est marié à une Espagnole, sa mère était néerlandaise, il a travaillé au Parlement européen, il est plus ou moins, il n'a pas osé le dire là, mais il est plus ou moins pour l'entrée dans l'euro. Si les choses vont très mal, c'est la première fois que moi, en tant que Britannique, des minorités qui sont intéressées par l'Europe, retrouve un homme politique qui ose dire l'Europe, c'est pas si mal que ça. Donc moi, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que lui, c'est le faiseur de roi. À partir de la semaine prochaine, maintenant, dans 7 jours, nous allons avoir quelqu'un qui détermine la politique britannique, qui est plus ou moins pro-européen, qui aura dealé avec Brown, qui est assez anti-européen, et Cameron, qui n'en parle même pas, qui est allié avec des nutters, comme a dit Nick Clegg, des tarés d'extrémistes en Europe. Mais nous aurons quelqu'un qui a une position très importante dans la politique britannique, qui n'est pas aussi europhobe que les autres. Bien sûr. Alors il y a eu des thèmes très particuliers, très sérieux dont on a parlé ce soir. Ils ont parlé beaucoup de dépenses publiques, ils ont parlé d'impôts et ils ont parlé d'immigration. Et apparemment, ça c'est le point sur lequel les candidats se sont opposés. L'excellent, on va les écouter, ensuite on revient pour en parler. Boucher sur la situation chaotique que nous avons aujourd'hui en matière d'immigration. Cela dit, les immigrés aujourd'hui, ils sont là, que ça vous plaise ou non. Donc je crois qu'il faut affronter le problème, honnêtement, pour des gens qui sont là depuis 10 ans, qui parlent anglais et qui jouent le jeu, qui veulent payer des impôts, qui veulent sortir de l'ombre, qui veulent participer activement à la vie de leur collectivité. Eh bien, je crois qu'il faut les aider à ne plus être victimes de ces bandes organisées et les aider également à payer des impôts. David Cameron et Gordon Brown peuvent dire qu'ils veulent déporter les gens, alors même qu'on ne sait pas où sont ces gens-là. Moi, j'ai une proposition qui est peut-être polémique, mais qui est réaliste. Je crois que c'est une question de réalisme. Nous sommes responsables du problème. Maintenant, il faut le résoudre. C'est un problème qu'il convient de résoudre. Je crois que vous faites profondément erreur. Nick a évoqué le chiffre de 600 000 personnes qui feraient l'objet de cette amnistie. Et chacun d'entre eux pourrait venir avec un membre de sa famille. C'est-à-dire qu'on parle d'un potentiel de 1,2 million de personnes qui auraient accès aux prestations sociales. Bon, essayons de gagner un peu de temps. Alex, l'immigration, c'est un point important. C'est un marqueur de cette campagne législative? Il ne faut jamais oublier que les Britanniques sont sont pas xénophobes, je n'irai pas jusque-là, mais le problème, c'est qu'ils ont une presse qui est particulièrement europhobe, tendance xénophobe. Alors, il n'y a pas tellement de problèmes. En ce moment, oui, mais il n'y a pas tellement de problèmes. En France, il y a beaucoup de problèmes avec les gens qui sont déjà intégrés dans le pays, du racisme, etc. Et les Britanniques sont très xénophobes, tout ce qui vient de l'étranger. Mais comme Nick Clegg a si bien dit dans le débat, ce que les 2 autres ne disent pas quand ils parlent d'immigration, c'est que 80% de cette immigration arrive de toute façon d'Europe. Et ce que l'on ne dit jamais, c'est qu'il y a 1 million de Britanniques comme moi, qui sont partis ailleurs, qui ont quitté. Ça, on ne dit jamais aux Britanniques. Donc, c'est très facile. Nick Clegg en a parlé, il a dit qu'il faudrait parler de ceux qui sortent aussi. Oui, absolument. Donc, c'est un thème qu'il est très facile de brandir, où il y a tellement d'incertitudes. Et le problème en Grande-Bretagne, c'est la presse. La presse est détenue en grande partie, The Times, The Sun, et tous ces journaux, il y a quand même 12 millions d'exemplaires qui sont lus tous les jours. Et tout ça, c'est aux mains, pour 80% de cette presse, de gens qui sont particulièrement europhobes et encore xénophobes et qui tapent sur l'Europe tous les jours et qui tapent un peu plus sur les étrangers maintenant pour brandir ces peurs. Alors, Alex, qu'est-ce qu'ils disent les sondages aujourd'hui? Qui pourrait être le futur Premier ministre? Les sondages, c'est pour ça que ça va être extraordinaire dans une semaine. Moi, j'ai hâte de voir ça parce que pour la première fois, on va avoir une élection
où le résultat est totalement imprévisible. Parce que même si vous savez, on m'a invité ici dans une semaine et nous allons avoir les estimations avec le plus grand plaisir. Exactement. Mais je vous dis que les estimations qu'on aura pile poil dans une semaine maintenant, ça ne s'avère strictement à rien. Parce que le système que nous avons en Grande-Bretagne, uninominal à un tour, fait que même si on sait qu'à 22 heures, qu'il y a 28% pour les uns et 32% pour les autres, on n'a aucune idée de ce que ça pourrait donner par la suite, parce que le système est tellement pervers. Donc, suspense. Total, mais c'est excitant. La semaine prochaine. Alors, Alex Taylor, et puis je rappelle, ce livre qui vient de sortir, Bouche bée, tout oui, ou comment tomber amoureux des langues. C'est un livre où vous nous faites partager votre amour des langues et on apprend beaucoup de choses. C'est à lire. Merci beaucoup. Et donc, ce sont les urnes qui auront le dernier mot. C'est le 6 mai prochain. Nous connaîtrons le nom du Premier ministre britannique et le 22h, bien sûr, couvrira évidemment cette soirée électorale législative avec de nombreux invités, dont vous. Merci beaucoup et à bientôt. Ça va être excitant, vraiment. Ça va être excitant. Bonne fin de soirée à vous.